Salam alaikum, Toufou Kumpital. Bonsoir mes frères et sœurs. Alors, je suis Diallo Mamadou, votre frère du Burkina Faso. L'honneur m'échoit ce soir de pouvoir soumettre à votre appréciation un thème que je vais développer dans ce panel-là ce soir. Alors, je vais demander véritablement votre indulgence quant au manquement qu'il y aura à avoir. Et inviter véritablement tous les membres du groupe à s'approprier les débats. Parce que ce qui est intéressant dans le panel, c'est surtout au niveau des débats, les interactions. Alors, donc, voici un peu comment je vais structurer ma communication. Présentation du monde rural burkinabé. Il faut dire que le monde rural burkinabé fait 86% de la population. Voilà, selon le dernier recensement général de la population qui a été le recensement le plus complet, c'est-à-dire 2006. Voilà. Ça fait 86% de la population que ça occupe, le monde rural. Et comme je l'ai dit en introduction, alors, il est composé la plupart du temps des deux secteurs, l'agriculture et l'élevage. Qui sont les agriculteurs? Qui sont les éleveurs? C'est ici que moi je dirais que toute la problématique démarre. Parce que les deux secteurs d'activité coïncident ou en réalité se répartissent suivant une organisation sociale ou une organisation ethno-régionale. Donc quand on parle d'agriculteurs, vous allez remarquer que c'est le monde, en fait toutes les autres communautés, sauf les Peuls et les Touaregs. Sauf les Peuls et les Touaregs, qui eux sont traditionnellement des éleveurs. Cela n'empêche pas que de temps en temps on retrouve les autres communautés qui élèvent un peu. Et tout comme chez les Peuls et les Touaregs, on remarque aussi qu'ils élèvent et ils cultivent. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les gens continuent d'ethniciser ces activités, alors qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Et c'est ça qui est intéressant avec les anglophones. Les anglophones, ils se foutent pas mal de dire agriculteur ou éleveur. Et ils disent farmer. Quand ils disent farmer, ça implique l'agriculture et l'élevage. Ça, ils sont beaucoup plus évolués que nous, où les secteurs sont étaient étanches. Il y a peut-être 40 ans en arrière, si tu voyais un agriculteur, en tout cas c'est tout sauf un Peul, ou tout sauf un Touareg. Si tu voyais un éleveur, c'est sûr que ce n'est qu'un Peul ou un Touareg. Donc voilà un peu comment les deux secteurs ont évolué. Alors, les agriculteurs ont cet avantage d'être dans les terroirs. Alors, si je prends la carte ethnique, par exemple, du Burkina Faso, je peux vous dire, par exemple, les Moussi sont au plateau central, les Gourmatiers sont à l'est, les Bissa sont au sud-est, un peu vers la frontière du Togo-Ghana. Vous allez un peu vers le nord-ouest, vous avez les San. À l'ouest, vous avez les Bobos, les Boaba, vous avez les Gouin, vous avez les Blés, vous avez les Turka, vous avez les Marka, vous avez les Dagari, vous avez... Donc, eux, chacune de ces communautés a un terroir spécifique. Les Peuls aussi, bien sûr, ont leur terroir. Mais la particularité des éleveurs, parce que comme je l'ai dit, les éleveurs sont composés des Peuls et des Touaregs, traditionnellement. La particularité de ces deux groupes, c'est qu'ils sont arrivés par vagues successives et en réalité, leur terroir est un peu plus difficile à maîtriser. Au Burkina, ici, les, les terroirs Peuls, d'abord, ont été, tout comme tous les autres terroirs, des terroirs
qu'ils ont envahi et conquis. La particularité chez eux, c'est que c'est un peu plus récent. Voilà. Donc, quand la plupart des royaumes peuls que vous allez voir au Burkina Faso se sont constitués au XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, c'est assez récent. Les gens se souviennent de leur arrivée, comment ils ont pris l'espace, comment ils l'ont organisé. Et savent à peu près c'est quelle communauté qu'ils ont trouvé. C'est pareil pour les Touaregs. Les Touaregs ont pris l'Oudalan, c'est dans les années 1826. Voilà, 1826 à côté. Voilà, ils ont combattu les Peuls férobés, qui sont un peu à Dori, les Liptako, et puis récupéré l'Oudalan. Mais je peux vous faire un peu la cartographie, en tout cas, des terroirs constitués des Peuls. Donc, il y a l'ensemble Liptako, avec capitale Dori. Il y a l'ensemble Djelgoji, qui est constitué de 3 royaumes, Tongomael, Djibo et Baraboulé, qui est l'emplacement de l'actuelle province du Soum. Voilà, tout ça, ça est au nord, ce qu'on appelle un peu le Sahel. Mais à côté, on a la province de Louta, où les Foutankobe avaient pris pied. Les troupes d'El Hadj Omar Tall avaient pris pied là-bas. Voilà, la province de Louta. Il y a le royaume de Tiou, qui est un royaume dialoubé un peu à l'ouest de Waïguia. Il y a le royaume Peul de Lankoé, qui est dans les territoires saints de Samo aussi. Il y a aussi le royaume Peul de Dokui, qui est dans le Bobola. Chez nous, on appelle ça le Bobola. Voilà, le Bobola, là où il y a les Sidibé et les Sangaré. Et les Sidibé, c'est surtout Barani. Les Sangaré, c'est Dokui. On appelle ça le Bobola, le pays Bobo. Ça aussi, c'était des royaumes constitués. Puis, avec les différentes sécheresses et la richesse des pâturages, les Peuls ont un peu, ou les disons, bon, je dis Peuls parce que la plupart du temps, les Touaregs, et ils sont cantonnés dans leur terroir. C'est rare qu'un Touareg quitte son terroir. C'est les Peuls qui vont beaucoup plus à la recherche des pâturages. Donc, les Peuls se sont retrouvés, ont essaimé un peu partout, sur tout le territoire national, constituant des petits campements à côté des autres communautés. Donc, voilà un peu la présentation que je peux faire de ces 2 secteurs. Alors, j'en viens maintenant à l'analyse des conflits éleveurs-agriculteurs. D'abord, l'objet. Pourquoi il y a conflit entre ces 2 groupes? Si vous voyez les 2 groupes en conflit, c'est soit lié au foncier, c'est-à-dire la terre, soit lié à l'accès à l'eau, soit lié à l'accès au pâturage, soit lié à la présence des sites culturels. Lorsque le conflit démarre, quelle est la gradation? Le conflit il est d'abord latent, ensuite ouvert, puis violent. Quels sont les aspects que le conflit présente généralement? Le conflit présente généralement un aspect visible et un aspect invisible. Je vous fais un peu la cartographie des conflits qu'il y a eu au Burkina entre 2020 et 2025. Dégâts de champs, 8630. Occupation anarchique des espaces pastoraux, 6685. Obstruction de pistes à bétail, 2743. Accès aux points et plans d'eau, 467. Abattage d'animaux, 877. Cas d'empoisonnement d'animaux, 1103. Voilà. Pour un pays qui a 274 000 km². Voilà. Et autour de 20 millions d'habitants, avec 86% de sa population qui est active dans le milieu rural. Voilà un peu la cartographie des conflits éleveurs-agriculteurs chez nous. En 3 maintenant, les techniques de résolution des conflits. Pour résoudre les conflits, il faut d'abord les comprendre très bien. Ensuite, comprendre et saisir le rôle des acteurs.
avant de choisir les meilleures solutions. Et pour arriver à faire ça, il y a des outils qu'on utilise. Il y a un outil qu'on appelle la narration, c'est-à-dire chercher à savoir qu'on vous compte comment le problème il a commencé, son déroulement et tout. Il y a ce qu'on appelle le profil historique du conflit. Parce que rappelez-vous que je vous disais que il peut être visible ou invisible. Il peut être latent, ouvert. Donc, quand vous prenez le problème, lorsqu'il est ouvert ou lorsqu'il est violent, il faut que vous repartez derrière pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il y a la technique du profil historique. Il y a ce qu'on appelle la technique aussi de l'oignon. Voilà, la technique de l'oignon, vous voyez que l'oignon a sa bulbe en bas et les feuilles dehors. Donc, très souvent, pour résoudre ces conflits, on utilise ce type d'outils. Et ce type d'outils, il faut aller à la racine pour trouver là où est enfoui le problème. Il y a aussi ce qu'on appelle l'arbre à conflit, qui est un outil que les acteurs utilisent pour la résolution des conflits. Voilà. Chacun de ces outils n'est pas, on ne peut pas dire qu'il est efficace à 100% pour résoudre les conflits, parce que tout compte fait. Ce que moi j'ai remarqué ici, c'est que la plupart du temps, quand vous voyez un conflit qu'on résout difficilement, c'est surtout le rôle que l'État a pu jouer. Ou quand je dis l'État, c'est les acteurs étatiques, les acteurs du gouvernement, c'est-à-dire les fonctionnaires, ceux qui sont chargés de travailler avec le monde rural. C'est comment ils se sont comportés dans le conflit. Alors, j'en viens maintenant aux conséquences. La première conséquence du conflit éleveur-agriculteur, elle est économique. Parce que c'est des récoltes qui sont détruites, c'est des animaux qui sont abattus. Ouais. La deuxième conséquence, elle est sociale. On peut mettre 20 ans pour cultiver le vivre ensemble, mais une fraction de seconde suffit pour détériorer le vivre ensemble. Et en Fulfulde du Burkina, on dit fitina odane, na hedi moy findintalo. C'est-à-dire que la fitna dort, elle attend qui va la réveiller. Donc du coup, ça commence par un petit problème. Et quand ce n'est pas résolu, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et les conséquences, on ne peut pas du tout les imaginer. On ne peut pas les imaginer. Et il y a une maxime française qui dit que les grandes causes ont toujours des petites causes derrière. Quand vous prenez tous les grands conflits, il y a des petites causes derrière. Mais officiellement, on va parler, on va utiliser d'autres mots pour parler de ce conflit-là. J'en viens maintenant à la conclusion. En conclusion, je dirais simplement que le monde rural est en crise. Et une des manifestations de cette crise, c'est le conflit éleveur-agriculteur. Mais qu'on se le tienne pour dit, tant que le monde rural n'est pas développé, nos pays ne seront pas développés. Ce n'est pas possible. Et une des choses que nous devons savoir, c'est difficile de développer un pays aussi lorsqu'on a 86% de sa population qui est toujours dans le monde rural. Non. Le schéma est connu. Il faut faire quitter le maximum pour accéder au secteur secondaire de production, au secteur tertiaire. Laisser peut-être 20% au moins dans le secteur primaire. Les autres secteurs vont financer le secteur primaire. Aussi, je dirais que la crise du monde rural aujourd'hui entraîne de facto un problème sécuritaire. Parce que lorsque 86% ou 60% de votre population, elle ne s'entend pas, le climat social est détérioré, ce que ça peut enfanter est énorme. Est énorme. La crise du monde rural implique de facto
une crise économique et implique de facto une crise sécuritaire. Donc, si on veut résoudre ces questions de sécurité, on veut résoudre ces questions d'économie, il faut résoudre la crise du monde rural. Et résoudre la crise du monde rural revient à parler des questions de gouvernance, des questions de justice, des questions d'équité, des questions de foncier, forcément. Alors, je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs de Toufne Kumpetal. Nous remercions Monsieur l'inspecteur Li Amadou pour avoir assuré le suivi du panel en le verrouillant en temps et en le déverrouillant en temps. Maintenant, après avoir écouté et remercié de vive voix Monsieur Mamadou Diallo du brio avec lequel il a présenté ce thème aussi intéressant que le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Nous passons la parole donc aux membres du groupe qui ont eu à suivre cet exposé pour éventuellement poser des questions ou apporter des contributions. Et nous sommes à l'écoute, Inch'Allah, et Mamadou Diallo de Burkina aussi est à l'écoute. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Toufne Kumpetal. Comment allez-vous? Ça va bien, alhamdulillah. Encore une fois, nous remercions les membres les administrateurs de ce panel, en l'occurrence M. Diallo, M. Di et M. Kamara, que je n'ai pas entendu, dont la voix aujourd'hui est absente, je ne sais pas pourquoi. Nous remercions également le présentateur de ce thème, des conflits entre éleveurs et agriculteurs, qui est un thème vraiment transnational, parce que ce n'est pas seulement une particularité du Burkina Faso. Moi, je voudrais surtout faire une contribution et ensuite poser une question. Je reviens pour un audio, pour que l'audio ne soit pas long. Assalamu alaikum. Donc, merci à notre cher conférencier, M. Diallo. Vraiment, la présentation était riche et enrichissante, surtout qui a été présentée avec méthode. Je voudrais dire que le problème des éleveurs entre éleveurs et agriculteurs est aussi un cas vraiment saillant en Mauritanie. Je suis intervenu parce que j'ai été témoin de 2 événements malencontreux, ou bien même graves, entre les populations riveraines du fleuve Sénégal, entre le fleuve, en l'occurrence notre village et les villages environnants de l'autre côté du fleuve. Le premier événement s'est déroulé entre notre village et un autre village soniqué. Nous sommes des éleveurs et eux, ils sont des agriculteurs. Et à l'époque, c'était dans les années 77, ils traversaient la rive, le fleuve, côté mauritanien, pour cultiver des terres environnant notre village qui est habité par des peuples strictement éleveurs. Et quand ils cultivaient, avant ces événements, ça se passait très bien, il y avait une fraternité, les gens échangeaient, les soniqués qui sont des éleveurs étaient très généreux avec les Peuls et vice-versa. Les Peuls fournissaient du lait et eux, ils fournissaient du mil. Jusqu'à ce qu'arrivent des événements, ils ont commencé, comme il l'a dit le conférencier, des conflits entre les populations, des conflits d'intérêts, parce que les zones qui cultivaient et les animaux des Peuls venaient dévaster, parfois sciemment, parfois par erreur. Et eux aussi, ils se mettaient à mutiler les animaux, les vaches. Et ça a créé des problèmes. À un certain moment, en 1977, je ne me souviens pas de la date parce que j'étais encore jeune quand même, mais ça s'est passé quand même en 1977. Il y a eu des affrontements entre les deux populations côté mauritanien. Et malheureusement, puisqu'il y avait des affrontements antérieurs, il y avait des postes frontières qui étaient
côté mauritanien gardés par la garde nationale, des éléments de la garde nationale, et un jour, des éléments du village sénégalais ont traversé pour venir attaquer le village mauritanien, qui est le nôtre, et ils se sont accrochés avec les forces de l'ordre mauritanien, et il y a eu mort d'homme. Il y a eu, côté sénégalais, au moins trois décès, dont 2 sur le terrain de bataille, et un blessé qui a été transporté par hélicoptère à Bakel, et il n'a pas survécu. Et ces événements très graves ont abouti à la fermeture de la frontière entre les deux villages, et cela a duré plusieurs années, de 77, je me souviens, jusqu'à 84. Les populations ne se fréquentaient plus. Côté mauritanien, on ne traversait pas pour aller de notre côté, eux aussi ne traversaient pas pour venir chez nous, sauf en clandestinité, parce que vraiment la tension était palpable pendant des années. Et ça est resté comme ça jusqu'en 84. Et tout le monde se souvient ici de la tournée qu'avait effectuée le président de la République de l'époque, c'était Maouya aussi Daya, qui avait fait une tournée nationale. Et c'était à l'initiative des deux partis, le côté sénégalais et le côté mauritanien, les autorités, ils ont pu régler définitivement le différend par la voie, je ne sais pas comment on dit ça. Et les autorités du Sénégal, de la sous-région du Sénégal, sont venues, et à l'occasion de la visite du président, il y a eu des accords de paix, entre guillemets, et les villages ont commencé à se fréquenter de nouveau. Le deuxième événement, c'est le plus connu, tous les Mauritaniens le connaissent, les événements de 1989, qui ont pris comme élément déclencheur un affrontement encore entre éleveurs mauritaniens et agriculteurs sénégalais. Le côté Sénégal, le gros village, maintenant on peut dire que c'est une ville, elle s'appelle Diawara. Et il y avait un autre campement Peul au bord du fleuve côté mauritanien qui était des éleveurs et qui s'appelait Sonko. Il y avait entre les deux, au milieu du fleuve Sénégal, un îlot, au milieu du fleuve, qui était cultivé par les soninké de la rive gauche. Mais ils n'étaient pas contents qu'à chaque fois qu'ils terminaient de faire les travaux de champ, ils n'ont pas encore terminé de ramasser leur récolte, et les poules faisaient entrer leurs petits ruminants. Cet îlot avait la particularité d'être au milieu du fleuve Sénégal, plus proche de la rive sénégalaise. En temps de crue, le fleuve était plein, ça devient comme une île, mais en période de décrue, la partie mauritanienne, le fleuve du côté mauritanien se coupe sec complètement, donc les animaux pouvaient avoir accès à l'îlot et brouter les herbes et le reste des récoltes. Et les soninké n'étaient pas d'accord, ils se sont levés un jour et ils sont venus avec leurs armes pour encercler le village. Et il y avait un poste frontière, comment on dit, un poste de garde chez nous, au village. Mon village s'appelle Sangéri. Et les éleveurs sont venus demander secours. Et quelques-uns des habitants du village, accompagnés encore des gardes, sont partis sur les lieux. Et il y a eu une escarmouche, je ne sais pas si le terme qu'il faut, ou bien une embuscade. Les gens qui avaient traversé, les Sénégalais, une majorité d'entre eux ont été arrêtés et déportés jusqu'à la wilaya Sidi Babi. Et ils ont passé quelques jours là-bas, et ça a créé la panique côté sénégalais pour tous ces gens-là, peut-être. Je ne connaissais pas en tout cas le nombre exact, mais ils étaient un peu nombreux. Côté sénégalais, tous étaient éliminés, parce qu'il y a eu des échanges de tirs, certains sont morts sur le coup. Puisque les Sénégalais venaient du côté du fleuve, ils étaient exposés parce que le fleuve, il n'y avait pas d'arbres, alors que les gardes étaient cachés dans la forêt côté mauritanien, donc même leurs tirs n'ont pas fait de dommages. Il n'y a eu que des morts, je ne sais pas si je me souviens, il y avait eu un mort quand même côté sénégalais.
Et malheureusement, des politiciens côté mauritanien, côté sénégalais se sont saisis de l'affaire à l'époque. Et l'histoire a été une histoire plutôt, avant au départ, un simple affrontement entre Sénégalais, entre éleveurs mauritaniens et agriculteurs sénégalais, a pris une dimension nationale et les Mauritaniens, à qui je parle ici, savent la suite. Tout le monde se souvient du fameux discours du président à l'époque, son fameux nul n'ignore. L'événement de Sonko n'était qu'un prétexte et voilà ce qui s'ensuit. Il y a eu des déportations, des tueries côté mauritanien, des Sénégalais et même des Mauritaniens déportés, et des Mauritaniens aussi qui étaient au Sénégal, qui ont été eux aussi spoliés de leurs biens, certains torturés. Et tout le monde connaît la suite. Voilà, je voulais comme ça, c'est mon témoignage. Je m'excuse que les audios soient nombreux. Maintenant, j'en viens à la question de savoir, c'est une question que je me pose d'ailleurs, nos autorités, pourquoi délaissent-elles ces potentialités rurales, comme l'a dit nos conférenciers? Moi, j'ai vu chez nous des projets gigantesques qui ont été faits, montés par des ressortissants mauritaniens à l'étranger, en France et un peu partout en Europe d'ailleurs, et des projets qui étaient vraiment ambitieux. Ils ne demandaient que le soutien de l'État, qui est des projets agricoles avec toute la dimension de l'agriculture au sens moderne du terme, agriculture et élevage, avec beaucoup d'équipements, des périmètres aménagés, et qu'ils ont commencé à irriguer au fil des années. C'est comme si l'État mettait les bâtons dans les roues et tout s'est envolé. Et c'était des grands projets sous-régionaux parce qu'il y avait beaucoup de membres de ces ressortissants qui n'étaient même pas de la région de Guinée-Mara. Et tout ça a été comme ça bradé et on en vient maintenant, on est. Et plus tard encore, des particuliers qui ont monté leur propre projet d'agriculture, mais qui n'ont jamais obtenu de financement jusqu'à nos jours. Et qui se débattent tout seuls là-bas. Je ne comprends pas. Je me pose la question, pourquoi ce délaissement de l'État, alors qu'ils savent, comme il l'a dit, que le développement durable commence par la zone rurale. Merci et encore une fois, toutes mes excuses d'avoir été un peu long. Et si le conférencier peut revenir à cette question-là, ce serait un grand plaisir. Merci. Salam alaikum wa rahmatullah. Chers membres du panel Touf de Compital, c'est avec un très grand plaisir et que nous avons écouté notre ami, frère du Burkina, en l'occurrence M. Diallo, et nous le félicitons de cette brillante présentation sur cette thématique très récurrente dans notre sous-région entre éleveurs et agriculteurs. Je m'en vais directement au point développé par M. Diallo, qui a quand même si campé le débat en nous parlant des spécificités du Burkina Faso. Dans ces spécificités, ce que j'ai pu retenir, certes, nous ne sommes pas spécialistes en la matière et nous ne sommes pas également ruraux. Nous sommes des citadins entre griffes, ayant vécu quand même dans les grandes villes, connaissant peu des comportements quand même du monde rural. Nous avons retenu qu'au niveau du Burkina, que tout c'est ethnicisé ou communautarisé, je dirais bien. Il y a principalement deux communautés qui se réclament depuis le temps de nos ancêtres comme éleveurs, en l'occurrence les Peuls et les Touaregs. Et les autres communautés que je n'arrive pas, du Burkina également,
qui sont plus impliqués dans l'agriculture. Ça, c'est déjà un problème, n'est-ce pas? C'est déjà un problème parce que les gens vont se voir en chien de faïence, en quelque sorte. Et c'est difficile tout le temps pour nos administrateurs, bon, les gens chargés quand même de régler les conflits entre éleveurs et agriculteurs, de statuer. Parce qu'on sait que les communautés, c'est des communautés traditionnelles, très ancrées dans leurs valeurs. Les gens se marient rarement, n'est-ce pas? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de mariage, mais quand même, chacun campe sur sa position selon certaines considérations donc, sociologiques. Donc, les sociologues vont m'aider quand même à développer cette thématique. Donc, chacun va se camper sur sa position et ces deux communautés partagent une richesse qui est l'eau, qui est souvent, comme il l'a mentionné dans son exposé, donc qui est la principale source de conflit. Donc je crois que pour ces... je reviens. Bonsoir, amis panélistes de Kumbital. Je m'appelle Amadouba. Après la brillante présentation de notre cousin Mamadou Diallo, je dirais que j'ai appris beaucoup sur la répartition géographique des ethnies au Burkina. Mon cher ami cousin Diallo, je voudrais vous demander, est-ce que le cousinage à plaisanterie entre les ethnies ou sur les noms existe au pays des hommes intègres? Vous avez dit aussi que 80% de la population est rurale. Je voudrais savoir le niveau de la scolarisation de ces zones. En vous écoutant, j'ai l'impression que le niveau de l'enseignement est faible dans plusieurs zones. Je vous ai aussi entendu parler des royaumes chez les Peuls. Je veux savoir, est-ce que ces royaumes existent ou c'était bien avant? Et vous avez parlé aussi des causes des conflits entre les deux secteurs. Je dirais que presque les conflits que vous avez développés sont les mêmes presque dans toute la sous-région. Mais cependant, les solutions sont évidemment différentes d'une zone à une autre. Et s'agissant du Sénégal dont je vous appelle, je vous ai donné une réalité que le Sénégal a vécue et peut-être elle peut servir peut-être aux habitants du Burkina pour à long terme trouver des clés de solution pour atténuer ce conflit endémique permanent presque dans toute la région où il y a l'agriculture et l'élevage. D'abord, comme vous avez défini, j'ai la carte ethnique. Tu vois nettement une séparation nette selon les zones d'habitation. À part que vous avez dit que après la sécheresse ou les difficultés, que les peuples se sont déplacés et se sont allés dans plusieurs autres zones, mais à faible minorité. Donc ça veut dire que l'État, la nation burkinabé peut-être n'est pas encore compacte comme celle du Sénégal. Pour le Sénégal, l'exemple que je peux vous donner, par exemple, la chance que nous avons, que le Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor, il a bâti d'abord une nation. Et en quoi faisant, avant même d'attaquer le développement, il a compris qu'il faut d'abord que
le commun de vouloir de vie commune soit une réalité. Et pour ce faire, Senghor a développé la stratégie suivante. Par exemple, dans les administrations, dans l'éducation, au niveau du commandement territorial, il a réussi à envoyer, par exemple, les pôles enseignants ou préfets ou sous-préfets ou instructeurs ou professeurs dans la zone des Sérères et des Diola et les Wolofs, et les Sérères, les Diola et les Wolofs au niveau des zones habitées par les pôles. Donc, ce qui fait que les Sérères, les Diola et les pôles, dans ces zones, ils se sont mariés avec les pôles, et ils sont devenus des parents, et les liens familiaux sont venus donc consolider entre les ethnies, trouvant encore le cousinage à plaisanterie, donc il est devenu presque vraiment plus solide. Les exemples aussi que je peux vous donner, le président Abdou Diouf, sa mère est Peul, son père est Sérère. Abdoulaye Wade, les Wade viennent du nord du Sénégal et qui sont aujourd'hui devenus Wolof, et sa famille maternelle Abdoulaye Wade vient du côté de la Casamance, du sud. Vous voyez donc, Abdoulaye Wade est une synthèse du Sénégal, Abdou Diouf est une synthèse du Sénégal, Senghor est un Sérère qui est cousin au Peul, parce qu'ils sont venus ensemble en venant, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire de l'Égypte, en suivant le Nil. Donc, au niveau du Fouta, il y a des sites Sérères qui sont réels, il y a des villages qui portent des noms Sérères, donc les Sérères et les Peuls sont des parents, et ensuite des cousins. Ce qui fait que le Sénégal, presque, est indivisible, parce que tous sont des parents. Toutes les ethnies ont réussi à aujourd'hui devenir presque une seule ethnie. Macky Sall, qui est un Peul, est né au niveau de Sine Saloum, donc chez les Sérères, sa femme est Sérère, et il y en a plusieurs exemples comme ça. Donc, ce qui fait que le pays est devenu indivisible. Je voudrais poser, pour terminer, est-ce que cette réalité sénégalaise existe au Burkina? Sinon, peut-on, est-ce qu'il y a des prémices pour d'ici 15 ans, 20 ans, pour peut-être aller choisir, apprendre peut-être comment le Sénégal a réussi pour que demain, d'ici 15 ans, que le Burkinabé arrive à devenir un seul peuple malgré les activités économiques différentes. Merci. Je reviens. Donc, je disais, l'eau est la principale source de conflit. Bien vrai qu'il y a d'autres problèmes partagés en commun, l'espace et tout ça. Donc, il faut que nos États réfléchissent sur une stratégie qui permet à ces gens, qui va permettre à ces deux entités de mieux se rapprocher. Moi, à mon avis, je crois que le fait même de dire agriculteurs et éleveurs, c'est fausser le débat. Parce que c'est une seule entité, quoi. Donc, chaque partie a besoin de l'autre, n'est-ce pas? Eux, en tant qu'éleveurs, c'est sûr qu'ils ont quelque chose à apporter aux agriculteurs. Et de l'autre côté également, les agriculteurs, ils ont quand même quelque chose quand même d'important à apporter aux éleveurs. Donc, si on n'arrive pas à les réunir, n'est-ce pas, à réfléchir sur une forme d'entité les regroupant, n'est-ce pas, à travers, certes, les ministères, dans les ministères, on va toujours au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais ça ne se matérialise pas sur le terrain. On dirait qu'il y a deux entités, quoi, il y a deux ministères en quelque sorte. Donc, les mécanismes pour mettre en place une fédération, n'est-ce pas, où tout est discuté, où toutes les deux parties sont représentées, discuter
des conflits récurrents, n'est-ce pas, et discuter également des stratégies, n'est-ce pas, qu'il faut mettre en place pour pouvoir donc résoudre, je ne dirais pas définitivement, mais progressivement le problème. Par rapport aux solutions, moi, je préconise, parce qu'il faut qu'on sorte de cette agriculture artisanale ou de cet élevage, si je me permets le terme, artisanal. Donc, il faut qu'on essaye de trouver une forme d'agriculture, d'élevage, n'est-ce pas, adapté, n'est-ce pas? Donc, il faut que ces éleveurs aient un espace où ils peuvent faire ce qu'on appelle l'élevage intensif, n'est-ce pas? Combiner en même temps l'agriculture et l'élevage par cette proposition, la culture donc du fourrage à l'image donc des pays occidentaux, n'est-ce pas? Et il faut que développer également, je ne dirais pas des industries quand même au niveau de nos villages, des boucheries modernes, la transformation de la viande. Donc là, vraiment, ça pourrait quand même orienter ou occuper mieux nos agriculteurs et éleveurs. Et je reviens. Maintenant, j'ai une question à notre expert, M. Diallo. Par rapport à la configuration actuelle de la sous-région, est-ce que ce facteur terrorisme, entre griffes, cette communauté Peul qu'on indexe dans la sous-région comme étant une communauté fortement impliquée dans les attaques terroristes, à savoir le Mali, le Burkina, jusqu'au Niger, n'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas un facteur qui peut quand même, un facteur qui a joué en faveur de ces conflits? Est-ce que ce conflit n'a pas un relent terroriste en quelque sorte? Avoir que ces agriculteurs, n'est-ce pas, aient toujours des pressentiments que cette communauté vraiment sont contre eux, si je peux parler français facile comme disent Radio France Internationale, quoi, en quelque sorte. Donc l'interaction entre le terrorisme, la situation actuelle et ces conflits. Donc si je me fais comprendre, et je m'excuse si j'ai été un peu long. Merci. Oui, bonsoir Monsieur Dia. J'espère que vous allez bien. Ici ça va. J'ai bien noté avec intérêt votre questionnement. Tout à fait légitime. Et je sais que ça vient du fond du cœur aussi. Parce que c'est incompréhensible. Tout le monde sait que les schémas de développement passent par là parce que si vous prenez même la pyramide de Maslow, en bas de la pyramide, c'est l'alimentation, les besoins primaires. Donc, pour espérer passer à autre chose, il faut d'abord satisfaire ses besoins primaires, notamment par l'alimentation. Donc, un pays qui veut se développer d'abord, il faut qu'il accède à l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Donc, c'est légitime de se poser la question, pourquoi les États délaissent-ils le monde rural? Voilà, en fait, moi, la réponse que je donne. Pour moi, les États souffrent d'un symptôme qui se retrouve un peu partout. Il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas de schéma. Donc, nous sommes permanemment dans dans un pas devant, deux pas derrière. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire. Et tu vas remarquer que lorsque
une équipe dirigeante arrive, ce qui les préoccupe, c'est de négativiser tout ce que les prédécesseurs ont fait. Et ils les commencent avec d'autres choses. On n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Il suffit seulement de voir les autres pays qui se sont développés, quel a été leur schéma. Si vous prenez la Chine, la Chine après la révolution culturelle, c'était la révolution agricole. Voilà. Après la révolution culturelle, c'était la révolution agricole. Donc pour moi, c'est le manque de mémoire, le manque de schéma, le manque de vision. Voilà, le manque de vision. Quand vous remarquez toutes nos politiques d'État, c'est SCAD, plan quoi, décennal, économique et social, c'est du copier-coller. Tu retrouves les mêmes trucs dans tous les pays. Et c'est en ça, par exemple, que si vous voyez que Sankara, par exemple, est devenu un mythe, Sankara est devenu une icône, mais c'est surtout grâce à l'originalité de ses idées. Voilà. Il a su laisser les schémas communs qu'on trace et tout ça. Et puis bon, il a essayé autre chose. Et aujourd'hui, si vous voyez notre président Traoré aussi, ce qui fait un peu de lui, voilà, quelqu'un d'iconique aussi, c'est un peu ça. Le oser. Le verbe oser est sorti des chemins battus. Voilà. Donc moi, c'est un peu... Donc moi, c'est ce que je trouve. Quand vous prenez par exemple le Burkina, je vous ai dit que l'élevage est le deuxième, la deuxième source de revenus du pays jusqu'aux années 2010 ou 2005 avant l'explosion de l'or. Mais comment vous pouvez comprendre que le seul abattoir frigorifique que nous avons, qui est à Ouagadougou, les deux grands marchés de bétail que nous avons, c'est le marché de Dori, le marché de Djibo. Les pistes à bétail qui quittent Dori ou Djibo pour rejoindre cet abattoir ont été fermées. Fermées. Donc aujourd'hui, si on te dit de chercher même un animal de Dori à Ouaga, tu ne peux pas. Pour accéder à l'abattoir frigorifique, tu ne peux pas. Il faut mettre les animaux dans les camions. Et à côté de l'abattoir frigorifique, on avait fait une grande zone pastorale. Bon, elle n'est pas si grande que ça, mais c'était un réceptacle qui permettait de recueillir les animaux là-bas et puis de les mettre à l'abattoir. Et puis c'était une zone où les transhumants qui quittaient le Sahel, c'est-à-dire le nord, passaient par là, qui c'est le centre, avant de partir vers le sud. Est-ce que vous savez que l'université Thomas Sankara a été construite dans cette zone pastorale? Oui. Si vous prenez un des projets les plus ambitieux que Sankara avait eu, c'était la vallée du Sourou, où on devait produire comment on appelle ça, du blé, de la canne à sucre. Il n'y a pas ce type de machine agricole qu'on n'avait pas amené là-bas. Ça a été un échec. On a fait une déforestation, mettre les populations rurales en conflit. Et aujourd'hui, c'est l'une des zones les plus insécures. Donc moi, c'est la réponse que j'ai, M. Dia. Merci, M. Sao. J'ai dit simplement parce que j'étais presque sûr que cette question allait venir, parce que c'est évident. C'est très évident. Mais pour moi, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, je dirais que c'est plutôt le terrorisme qui a été... Ce conflit-là est un carburant qui a alimenté le terrorisme. Et certains experts, il y a eu beaucoup d'écrits des chercheurs qui ont abouti quand même à cette conclusion. Je me rappelle d'un document qui circulait entre-temps, qui avait été, si vous tapez sur Internet, vous allez le retrouver, les djihad de la vache. Et là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté. D'abord, si vous prenez le terrorisme qui secoue la sous-région,
Ce terrorisme-là a d'abord un visage rural, c'est clair. Il a un visage rural. Le deuxième aspect que vous allez voir, constater, ce terrorisme-là a un visage pastoral. Et certains experts n'hésitent pas du tout à faire la relation entre la crise pastorale et la crise sécuritaire. Certains experts. Et cela s'explique fort. Parce que la plupart du temps, c'est les communautés pastorales qui se déplacent à la recherche du pâturage. Alors, les ressentis des populations autochtones qui sont dans leur terroir, d'abord, ils ne les considèrent pas comme étant des membres de la communauté, c'est-à-dire des gens du terroir. Il y a cet aspect. Ils paraissent toujours des étrangers, même s'ils ont fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui va arriver, c'est les litiges fonciers. Quand tu es étranger, on te dénie la possibilité d'avoir accès aux fonciers. Et là, le plus grand des problèmes commence lorsque l'État ne joue pas son rôle. Parce que le rôle de l'État, pour moi, c'est de réguler les rapports entre les citoyens. Donc, du coup, cette question de foncier, de ressources naturelles, c'est l'État qui doit réguler comment les utiliser et là où s'arrête le droit des uns et les droits des autres. Malheureusement, ça manquait. Nos États sont caractérisés la plupart du temps par ces tendances essentialisantes, par ces tendances ethnicistes ou régionalistes. Donc, du coup, à un moment donné, il y a un groupe qui va se sentir très frustré. Et là, ces djihadistes, ces fameux djihadistes ou terroristes, si vous voulez, parce qu'ils vous arrivent, ils ne font même pas un gros travail. Hein. Ils partent, ils déposent les armes quelque part. Et ils viennent simplement et disent aux villageois, bon écoutez, nous on a déposé les armes là. Et comme les gens ont tellement de choses à régler, mais les gens n'hésitent pas. Puis c'est une question de survie. C'est une question de survie. Donc là, vraiment, beaucoup d'experts, si vous tapez sur Internet tout de suite, vous allez voir que beaucoup d'études tendent à le confirmer. D'où, en fait, la conclusion à laquelle certains sont arrivés. Si on résout la crise du pastoralisme, on résout la crise du terrorisme. Maintenant, ça reste juste des hypothèses. Et ça reste aussi des assertions que les uns et les autres ont pu naturellement poser. Mais en tout cas, il y a quelque chose de vrai qu'il y a du carburant qui alimente ce terrorisme-là. Et ce carburant, c'est les frustrations, c'est les injustices, c'est les iniquités et les petites crises. Ça, au moins, c'est clair. Chers amis de Toufnde Hôpital, je vous dis bonjour et bonsoir. Et c'est Dr Bakaridou, anesthésiste. J'ai écouté, comme tout le monde, je pense, avec beaucoup d'intérêt, l'exposé de notre ami du Burkina Faso, surtout sur les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. C'est très intéressant comme thème. Et quand on voit la cartographie de ces populations, notamment les Peuls qui sont un peu dispersés et les Touaregs, et compte tenu de l'activité agricole pastorale, donc ça fait que il y a beaucoup de conflits. Et je ne sais pas si le conflit actuel dont on parle beaucoup et qui sont rattachés au djihadisme,
Est-ce que c'est les anciens conflits qui ont généré ça ou pas? Est-ce qu'il y a un rapport entre les anciens conflits entre agriculteurs et éleveurs? Est-ce que, parce que on voit que les soi-disant djihadistes, c'est généralement des Peuls et les Touaregs. Et donc, c'est ça que je vous pose comme question. Est-ce que c'est les anciens conflits qui ont généré le conflit actuel? Ou bien c'est des coïncidences? Voilà. Aussi, je voulais savoir, vous avez parlé de règlements. Bon, est-ce que ces règlements, finalement, permettent des périodes de paix? Est-ce que les gens continuent de vivre ensemble, ou bien quand il y a des conflits, les gens sont obligés de déménager? C'est ce que je voulais savoir, comment ça se passe là-bas. Et j'ai vu aussi que les Peuls sont un peu partout. Est-ce que ça c'est au niveau linguistique? Est-ce que tous ces Peuls-là se comprennent en Peul, ou bien chaque zone a une particularité? Je vous remercie. Oui, bonsoir Monsieur Ba. Merci pour tous ces mots aimables. Alors, je vais répondre en plusieurs séquences, hein. D'abord, la question de cousinage à plaisanterie. Ça existe ici et de façon très, 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 très prononcée. Ouais. D'abord, il y a ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, c'est-à-dire à l'intérieur des Peuls, comme par exemple Ba plaisante avec Diallo. Au Burkina, ici, il y a des Ba, surtout ceux qui viennent un peu vers le Mali. Voilà, c'est eux qui plaisantent beaucoup avec les Peuls, les Diallo. Les Ba qui viennent un peu vers le Mali plaisantent beaucoup avec les Diallo. Sinon, à l'intérieur, une fois que tu rentres à l'intérieur, entre les Ba et les Diallo, il n'y a pas de plaisanterie, mais c'est plutôt entre Diallo et Diko. Mais attention, il y a deux sortes de Diko aussi au Burkina. Il y a les Diko Ferrobe et il y a les Diko Djelgobe. Voilà. Les Diallo plaisantent avec les Diko Djelgobe, qui sont en fait une branche des Diallo qui ont quitté Boni, qui se sont mariés avec des Touaregs et descendre un peu vers Djibo. Voilà. Et les Diallo plaisantent aussi avec un clan qu'on appelle Sihibé. Voilà, les Sihibé, en réalité, ils portent le nom de famille So, Sondé, voilà, Sihibé ou Siwalbe. Les Diallo plaisantent avec ces gens. Voilà, il y a Diao aussi qui fait partie de ce clan-là. Les Boli plaisantent avec, je sais quel clan encore là. Je crois que les Boli plaisantent avec les Ba. Voilà, les Boli plaisantent beaucoup avec les Ba. Les Boli, c'est des Wolarbe. Wolarbe et Baabe, ils plaisantent beaucoup entre eux. Il y en a beaucoup. Et ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle les alliances à plaisanterie. Ça, maintenant, c'est extra. Ici, de toutes les communautés, tout ce qui est forgeron plaisante avec les Peuls. Au niveau des Moussi, par exemple, la communauté Moussi, ils ont des clans qu'on appelle les Poera. Poera, en fait, c'était un clan qui était chargé de la justice. Donc, il regardait dans l'eau, dans les calebasses pour dire au roi que c'est bon. Les Peuls plaisantent avec ces gens. Les Peuls plaisantent avec ce qu'on appelle les Benda. Les Benda, c'est un clan assimilé en fait aux griots. Bendre, ça veut dire les tam-tam. Voilà. Les Peuls plaisantent avec les Yarse.
Les Yarse, en fait, c'est une variante de Soninké. Voilà, parce que les Soninké sont un peu dispersés aussi comme les Peuls. Hein. Voilà, donc les mêmes Soninké, ailleurs on les appelle Sarakole, ailleurs on les appelle Marka, ailleurs on les appelle Dafi, Wangara. Voilà, et arrivé au plateau Moussi, les Moussi les appellent Yarse. Les Peuls plaisantent avec ces gens-là. Les Peuls plaisantent énormément avec les Bobos. Les Bobos, les Boaba. Ça, c'est une communauté. Et c'est avec eux qu'il y a beaucoup plus de plaisanteries, je dirais, même fondées sur l'amour aussi. Donc, ça existe bel et bien. Ça existe bel et bien. Oui, monsieur Ba, effectivement, le taux d'alphabétisation est relativement faible. Mais le problème, ce n'est plus l'alphabétisation, parce qu'avec les programmes développés par l'UNICEF, les sensibilisations, on a remonté les statistiques. Les enfants vont à l'école, mais le taux de déperdition est très élevé, notamment à cause de l'exode rural, à cause des sites aurifères. Mais dans les communautés pastorales, là, je vous dis que le taux d'alphabétisation est le plus faible. Moi, j'ai commencé ma carrière d'instituteur en milieu pastoral, parce que j'ai commencé dans la province de Loudalan. L'école dans laquelle j'étais, c'était en 1998. J'ai pris service le 1er octobre 1998 dans un village qu'on appelle Oulikesi. Toute notre école, une école de 3 classes, on avait 5 élèves. On avait 5 élèves. Moi, je quitte la zone, je reviens en 2014, en novembre 2014, comme directeur maintenant provincial de l'éducation de la province. Parce que chez nous, la division territoriale, vous avez la région, et à l'intérieur de la région est composée de provinces. Les provinces sont composées de départements. Et les communes sont tracées sur les contours territoriaux du département. Donc, je reviens en 2014, le 17 novembre 2014, que j'ai pris service comme directeur provincial de l'éducation. La même école où j'étais en 1998 n'avait pas encore produit son premier certifié. Et quand je suis allé là-bas pour voir, l'école avait 10 élèves. 10 élèves. Et vous trouverez là-bas des écoles où, quand à l'organisation du CEP, des écoles de 3 classes ou 6 classes qui présentent un candidat. Un candidat au CEP. C'est pour ça, justement, moi, souvent, quand les gens aussi accusent trop l'État, moi, je ne suis pas trop d'accord. En 1998, quand j'étais là-bas, toute la province comptait 37 écoles. Lorsque je suis revenu en 2014, la province avait 200 écoles. Il y a quelque chose quand même qui a été fait en termes d'infrastructure. Mais dans le milieu pastoral, ce n'est pas là-bas seulement. Partout où vous allez, dans le pays, au Burkina Faso ici, les communautés qui vont le moins à l'école, c'est les communautés pastorales. Bonsoir les aînés, bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Diallo pour son brillant exposé concernant les conflits entre éleveurs et agriculteurs au Burkina Faso. Moi, je pense que un peu partout en Afrique, c'est comme si le Burkina était la copie de la Mauritanie et de tous les pays du Sahel. Donc, partout les conflits sont à peu près les mêmes, à de petites variantes près. Mais que le problème principal, c'est que nos États ne prennent pas la mesure et surtout de l'importance que constitue le monde rural dans le développement d'une manière générale. Depuis les indépendances, on a toujours pensé
qu'on pouvait se développer en intensifiant l'industrie, en faisant je ne sais pas quoi, tout en ne regardant pas ailleurs, partout dans les pays qui se sont développés entre le 19e et le 20e siècle, jusqu'au 21e siècle. En tout cas, l'écrasante majorité est passée par le monde rural. Le développement des moyens culturels, le développement les moyens que l'on met à la disposition des agriculteurs, la création d'un arsenal de lois permettant à ce monde-là de se développer et surtout de créer les moyens d'atteindre. Ailleurs, on ne parle pas d'autosuffisance alimentaire. Nous parlons d'autosuffisance alimentaire. Mais ailleurs, c'est la création de richesses. L'agriculteur américain ou l'agriculteur européen ou russe dans une moindre mesure, c'est un fermier, c'est quelqu'un qui emploie des milliers des centaines de milliers de machines, de personnes, etc., et qui arrive à un véritable business. Nous, on est toujours cantonnés dans les méthodes traditionnelles qui marchaient il y a un siècle, qui pouvaient marcher il y a 60 ans, mais maintenant qui ne peuvent plus marcher parce que tout simplement, il y a eu la pression démographique. En plus, c'est les mêmes techniques, c'est les mêmes formes de transhumance. Il faut se déplacer d'un espace à un autre. C'est la pression sur les terres agricoles. Tout ça réuni fait que, au bout du compte, on ne vit qu'un conflit fermé, c'est-à-dire un conflit cyclique. Et donc, pour que nos États puissent échapper un peu à ces conflits-là, il faut qu'il y ait une révolution agricole. Une révolution, je dirais, du monde rural. Donc, repenser les pratiques, essayer de leur trouver des solutions, développer l'agriculture intensive, l'élevage intensif, développer les cultures fourragères et trouver, c'est-à-dire introduire la technologie, les nouvelles techniques agricoles et mettre à profit notre jeunesse, et nous en avons, et travailler. C'est la seule condition pour arriver au développement. Est-ce que nos États en sont conscients? Moi, c'est là où je pose le problème. Est-ce que nos États sont conscients que tant que le monde rural n'est pas développé, il n'y aura pas de développement du tout? Nous continuerons à vivre de cette façon-là, sous forme de prêts, de ceci, de cela, mais au bout du compte, nous ne pourrons pas nous en sortir. Donc moi, c'était la petite contribution que j'avais. J'ai trouvé que véritablement l'exposé de M. Diallo est très brillant. Et je vous remercie. Oui, ces royaumes, ils existent toujours. Quand vous prenez les Liptako, les Liptako partaient de Belede. Belede, c'est environ une quarantaine de kilomètres à l'est de Djibo et finissait à Niamey. Voilà, ça c'était les Liptako, qui a un émir et qui était d'obédience de Sokoto. Et un peu maintenant, à l'ouest, vous avez les Gilgoji. Les Gilgoji, il y a 3 royaumes avec 3 émirs. L'émir de Djibo, l'émir de Tongomael et l'émir de Baraboulé. Lorsque vous remontez un peu à la frontière du Mali, entre Ouaïguia, la ville de Ouaïguia et la frontière du Mali, il y avait un royaume de Dialobé là-bas qu'on appelait Tiou. Pour ceux qui ont lu Les Transdestins de Wangré de Amadou Ampateba, il en parle beaucoup, mais comme il a changé les noms là-bas, il a renversé. C'est écrit là-bas Witou. Witou, c'est Tiou.
voilà, qui a été un puissant royaume. Il y a eu Lankwe, où c'est l'une des familles les plus scolarisées. D'ailleurs, même un de leurs fils, Darsalam Diallo, a fait partie du premier gouvernement de Maurice Yamewo en 1960. Voilà, Lankwe. Après, si vous prenez Barani, Barani a été un royaume très guerrier et très conquérant. Et dans beaucoup de documents, vous retrouvez les traces d'un de leurs chefs assez emblématiques, Widi Sidibé. Il y a Dokui. Dokui aussi a été un royaume peul, très très puissant aussi. Il y a Luta. Voilà, Luta aujourd'hui n'existe plus, pas que ça n'existe pas, mais les Peuls ont perdu le contrôle de cette province parce que c'était les conquêtes omariennes. Et là, Omar Tal, voilà, vous savez que il était du côté malien, Bandiagara, Ségou. Donc, les conquêtes omariennes avaient deux branches régnantes. Il y avait les Tiam et puis les Tal. Donc, c'est les Tiam là qui étaient venus à Luta. J'ai eu la chance de servir à Luta comme à Touini. La commune s'appelle Touini. Et Luta était à 5 km de Touini. D'ailleurs, même l'école où j'ai enseigné a été ouverte par Modibo Keïta, le président malien. Donc, Luta était une province peul où régnaient les Tiam. Et Amadou Ampateba a fait son enfance là-bas parce que le chef de Luta, était le mari de sa maman, c'est-à-dire son beau-père. Il a fait une partie de son enfance là-bas. Et il y reviendra d'ailleurs comme commandant de cercle pour résoudre un problème. Et comment les Peuls ont perdu le contrôle de cette province? Son père adoptif, pour des questions d'impôts, avait massacré la population locale, ce qui avait contraint le colon, voilà, à agir contre lui, à le déporter. Il a fait la prison et tout ça, et il n'est plus revenu. Voilà. Si vous prenez Amkoulel, l'enfant Peul, dans la première partie, il en parle longuement. Si vous prenez son œuvre, Oui, mon commandant, il en parle aussi longuement. Maintenant, à l'intérieur, par exemple, des royaumes Moussi, les Peuls faisaient partie intégrante des royaumes Moussi. Donc, du coup, ils avaient des principautés où les chefs Moussi nommaient des chefs Peuls et qui combattaient parmi les rangs Moussi. Donc, les plus connus, par exemple, ici, c'est au plateau Moussi, c'est Barkundouba et puis Kourgou. Voilà, c'est Barkundouba et puis Kourgou. Donc, ces royaumes étaient là il y a longtemps, mais la prépondérance, en tout cas des Peuls, c'est surtout à partir des années 1700. C'est à partir des années 1700. Merci aussi, Monsieur Ba, pour en tout cas l'exemple du Sénégal. Mais moi, je serais moins optimiste que vous. Hein. Voilà, ce que vous expliquez du Sénégal a existé même au Rwanda. Ça a existé au Burkina. Voilà, les fonctionnaires étaient affectés partout, le métissage est là. Mais quand les problèmes arrivent, les premières même victimes, c'est ceux qui se sont métissés là. Et j'aimerais attirer votre attention parce que moi, je suis beaucoup les débats au Sénégal. Hein. Voilà. Le Sénégal aussi est dans l'œil du cyclone. Quand il remarque ces derniers temps, tous les débats sont ethnicisés. Tous les débats sont ethnicisés. Et moi, de mon point de vue, je pense que c'est lorsqu'on croit la paix acquise qu'on la perd. La paix, il faut l'entretenir. C'est comme un arbre, il faut arroser. Et c'est pour ça, moi, j'ai vu un modèle, par exemple, d'entretien de la paix
chez les Moussi qui me plaît beaucoup. Vous voyez, par exemple, à la fin des récoltes comme ça, chaque chef Moussi va fixer une date qu'il appelle, par exemple, son nouvel an. Et lors de ce nouvel an, les gens se renouvellent les alliances, les allégeances. Ils préparent beaucoup leur bière. Ils boivent les beaux, amènent des poulets, du bétail. Les gens vont saluer les chefs. Parce que ce que j'ai remarqué, le plus ce qui a causé des problèmes entre le monde des éleveurs et le monde des agriculteurs, vous voyez par exemple un éleveur, il arrive seul avec sa famille. Il demande un lopin de terre dans un terroir autochtone d'agriculteurs. On lui donne le lopin de terre. Le papa qui est venu, c'est que lui, il est venu. Il a des bienfaiteurs. Et il entretient la relation. Quand il y a des funérailles, il donne un bœuf par-ci, il enfume les champs des gens. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les problèmes commencent lorsque cette famille est dure. Et quand elle est dure, qu'est-ce qui se passe? Les enfants qui sont nés là-bas arrivent à oublier même qu'ils sont étrangers. Arrivent à oublier quels sont les descendants des familles qui sont leurs bienfaiteurs. Donc, ils commencent à courir les mêmes femmes que ces familles-là. Sinon, même qu'ils peuvent retirer des femmes même de ces familles-là. Et une fois qu'il y a ces dépassements, la compétition s'installe sur les mêmes ressources. C'est le début des conflits. Parce qu'il n'y a pas une société sans conflit si ce n'est pas une société morte. Forcément. Dès que chacun commence à défendre son intérêt, c'est le début d'un conflit. Et ce qui est important, ce n'est pas l'absence d'un conflit. Hein. Si vous voyez une société sans conflit, c'est une société morte. Non, il ne faut pas chercher l'absence du conflit. Il faut apprendre à transformer les conflits. Il faut apprendre à transformer les conflits. Donc, vous le mbiyata de, vous le mbiyata na so wuro deƴƴere e wuro ñangere ko difon wuro deƴƴere altoto hela. Pour traduire ça, pour que vous compreniez, ça dit que une cour où règne le silence et une cour où règne c'est pas la nervosité ñangere. Quand on dit ñangere, c'est genre quelqu'un qui garde pas, mais tout ce qu'il voit, il veut rectifier. Quand ces deux-là cohabitent ensemble, c'est là où il y a le silence, là. C'est cette cour-là qui va disparaître premièrement. Donc la paix a besoin d'être entretenue. Elle a besoin d'être entretenue, sérieusement. Et le Sénégal qui semblait être un modèle. Au Rwanda, c'était comme ça. Il y avait tous ceux qui étaient métissés, ceux qui ont fait les frères. Nous, on en a vu ici. Avec la crise sécuritaire, les familles qu'on pensait les plus solides, ils sont liés, quoi. Non, les gens se rentrent. Les gens se rentrent. La paix, il faut l'entretenir, au jour le jour. Bonsoir de nouveau. Encore une fois, merci à notre invité, M. Diallo. Vos réponses sont tellement pertinentes que ça nous pousse même à aller plus loin dans nos analyses. Et justement, vous avez évoqué ce problème de nos dirigeants et le fait de ne pas oser, de ne pas sortir des chantiers battus. Vous avez aussi répondu à la question du terrorisme et cela m'a poussé à voir est-ce que réellement d'ailleurs nos États seront réellement indépendants. Est-ce que nous avons dans l'histoire des hommes qu'il faut à la place qu'il faut et que aussi vraiment le développement de nos pays ne fait pas l'affaire de nos anciens colonisateurs. Et c'est eux d'ailleurs qui, à mon avis, qui manipulent, qui maintiennent le statu quo en imposant d'abord dans les années 80 ou 60 des régimes uniques, souvent dictatoriaux. Après, c'est la démocratie de façade pour la plupart, à part quelques exceptions
révolutionnaires comme M. Sankara, paix à son âme, ou bien tout plus récemment encore M. Kadhafi, qui ont fait des réalisations dans le domaine agricole, parce que vous savez que le développement passait par là. Il y a aussi cette instrumentalisation de l'éventail terroriste. Je crois que le terrorisme, c'est un élément qui est relativement nouveau dans notre sous-région, mais qui a été entretenu par des mains étrangères, des mains invisibles, des pyromanes qui viennent après jouer les pompiers. Tout le monde le sait, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Donc, je crois aussi c'est ça. Nous n'avons pas eu des gens qui osent sortir des sentiers battus, mais qui osent dire surtout non. Non à ce statu quo imposé de l'extérieur. Même si vous savez, des voix célèbres pour dire que non, maintenant, ça fait des années que nous sommes indépendants, mais quelle indépendance? Réellement, c'est ça, nous n'avons pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que nos pays, nos États faibles qu'ils sont, ces colonisateurs qui ont fait la politique d'Atil, ou bien la politique de l'Autriche, partir pour mieux rester. Et donc, je crois que tout le changement commence d'abord par une réelle émancipation de nos États. Et les populations prennent leur destin en main en imposant des dirigeants qui leur servent, pas qui servent leurs intérêts ou qui servent les intérêts étrangers. Et ça commence un peu dans le Sahel, le Mali, le Burkina Faso. Même s'ils sont décriés. Bon, c'est vrai aussi que tout n'est pas rose là-bas, mais quand même, il y a des gens qui osent dire non, des États qui osent dire non maintenant. Je crois que là aussi, c'est une question aussi à soulever. Merci beaucoup. Hey, docteur Ba, Jamhili. Ahile Jamna. Ah, content de vous retrouver. Oui, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, ça a été bref. Mais j'ai gardé quand même un très bon souvenir. Ouais. Votre question a un lien avec une question qui a été déjà posée. En tout cas, beaucoup d'experts ou de chercheurs n'hésitent pas à dire que le terrorisme ou le djihadisme a utilisé comme carburant ces conflits locaux. Et je rappelais qu'il y a un document très, très, très bien documenté là, qui circulait, je ne me rappelle plus, mais vous pouvez vérifier ça sur le net. Le djihad de la vache. Vous pouvez aussi lire le rapport de l'International Crisis Group. Voilà. Vous pouvez lire le rapport intitulé Préserver l'équilibre religieux au Burkina. Vous pouvez lire Sortir de la spirale de la violence au Burkina Faso. Voilà. Ça revient assez fréquemment. Voilà. Que ce sont ces conflits-là, mal gérés, que les djihadistes ont utilisés pour convaincre ces gens-là de s'enrôler. Et de mon point de vue, ce qui accrédite un peu cette thèse, c'est que quand vous remarquez, il y a deux grands critères que vous allez remarquer dans ce terrorisme ou ce djihadisme. Le premier critère, c'est que le djihadisme a un visage rural. Deuxième critère, le djihadisme a un visage pastoral. Alors, donc la bonne question, effectivement, c'est pourquoi ce sont des pasteurs ruraux qui sont beaucoup dedans. Et quand on fouille un peu, on est obligé de se dire non. Voilà, c'est les problèmes mal réglés, les conflits et tout ça qui ont. Voilà, que ce djihadisme-là a utilisé comme carburant. Oui, pour votre dernière question,
quand les conflits sont bien réglés, les gens arrivent à vivre en paix. Et c'est là où les fonctionnaires de l'État aussi ont contribué à presque 90% à la dégradation du vivre ensemble. La plupart du temps, ce sont les fonctionnaires que l'État a amenés dans les zones rurales qui, en réalité, activent même ces conflits. Quand il y a des dégâts des champs, ils vont aller faire le constat. On dit à l'éleveur de payer. D'abord, on exagère la somme. L'éleveur paye. Au lieu de prendre cet argent et le mettre à l'agriculteur, ils empochent l'argent. Quand c'est comme ça, mais ce conflit n'est pas fini. L'agriculteur et l'éleveur continuent de se regarder. Surtout, l'agriculteur va regarder l'éleveur en chien de chose, de faïence. Et en fait, il suffit d'une autre étincelle encore pour en fait rallumer le conflit. Mais quand c'est bien réglé, et on a plusieurs niveaux de règlement, et il y a d'abord les commissions villageoises de conciliation, il y a le chef du village, il y a le tribunal départemental, après il y a la justice elle-même. Donc il y a plusieurs niveaux. Les gens arrivent à vivre tranquillement. Pour vous donner un exemple de ça, moi, mon grand-père avait un principe. Parce que nous avions beaucoup de bétail. Et je me rappelle qu'il le répétait à tout moment. Quand nos animaux vont faire un dégât des champs, mon grand-père a toujours une expression qu'il dit. Il dit que c'est les animaux qui se déplacent. Les champs ne se déplacent pas. Quand il arrive sur le champ, ce que l'agriculteur réclame comme dédommagement, il le paye. Ça fait que nous, quand nos animaux se perdaient même, c'est les agriculteurs qui gardaient nos animaux, qui chassent les animaux après ramener à la maison. Donc, quand c'est résolu, véritablement, ça ramène la paix. Et en fait, c'est ça qui est important aussi avec la justice. La justice réconcilie les gens. La justice réconcilie les gens. Waouh, Monsieur Ba, Monsieur Abdelaziz Ba. Ah non, vous devez venir au Burkina ici. Parce que j'ai comme l'impression que tout ce que vous posez comme réflexion, c'est ce que notre président actuel a comme réflexion. Et là, nous, on est à 100 à l'heure. Actuellement, s'il y a un secteur dans lequel notre État met les bouchées doubles, c'est véritablement l'agriculture. Je vous donne un peu une cartographie. Est-ce que vous savez que depuis 1960 jusqu'en 2023, aucune zone pastorale n'a été immatriculée au Burkina Faso? Nous avons 26 zones pastorales. On parle d'immatriculation parce que c'est un espace public, d'utilité publique, donc on doit introduire les données cartographiques dans le cadastre. Et par rapport aux principes cadastraux, une fois qu'une zone est immatriculée, le principe est inaliénable, puisque quelqu'un d'autre ne peut pas venir faire encore des papiers de cette zone-là. Je vous dis que de 1960 jusqu'en 2023, la première zone pastorale à être immatriculée a été faite sous ces régimes-là. La zone pastorale de Sondré-Est, autour de 16 000 hectares. Et ces 2 jours, mon oncle vous a dit que je n'avais pas trop le temps. Justement, on est sur ça. On était un peu vers la frontière du Ghana. On a une zone pastorale là-bas qu'on appelle Nyassa. On veut l'immatriculer. À la frontière du Mali, un peu vers Sikasso, on a une autre zone pastorale là-bas qu'on appelle Samorgon, qui était de presque 300 000 hectares. Des gens sont rentrés vendre ça. Mais c'est incroyable. La première zone pastorale, c'est ce régime-là qui l'a immatriculé. Et dans la zone pastorale de Sondré-Est, notre ministre nous a dit, je veux voir 100 hectares de culture fourragère. Et on ne donne aucun franc. Aucun franc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va aller voir, par exemple, une structure qu'on appelle, par exemple, Agrépole, qui a des machines.
Ah, venez nous cultiver, aménager la terre. On va voir une autre structure, la direction générale de la production animale. Ah, il faut nous trouver des semences. Voilà, donc on a fait du pénisotum, on a fait du panicum, on a fait du malalfalfa, on a fait du sorgho fourragé. Mais en fait, nous-mêmes, on ne savait pas qu'avec 0 francs, on pouvait faire ça. Je vous assure que si je vous envoie les photos, c'est incroyable. C'est incroyable les résultats. Et il y a une autre structure qui est allée en Chine commander des machines qu'on appelle des ensileuses. C'est-à-dire, vous coupez le fourrage frais, vous mettez ça, écrase le fourrage là, vous pouvez ajouter du sel et d'autres ingrédients, genre les fruits du mimosa et autres. Et ça t'emballe ça avec du plastique. Et quand ça emballe ça, la fermentation continue et cet emballage-là peut durer 18 mois. Et tu peux acheter ça et donner à tes animaux. Notre secteur aujourd'hui, l'agriculture, toutes les communes ont eu un tracteur, les engrais, il n'y a rien à faire. C'est là où on met le paquet actuellement, c'est le secteur rural. C'est le secteur rural. Et là, je crois que si vous venez ici, nous, on va vous retenir ici pour soutenir notre révolution populaire et progressiste. Bonsoir, chers frères et sœurs, membres du Tour de Compital. Bonsoir tout le monde. Je commencerai par remercier vraiment notre conférencier et intervenant, M. Diallo. Vraiment de cette intervention très structurée, très pédagogique et très bien menée par son auteur. Vraiment, la démarche est très claire. Ça a permis à tout le monde vraiment de vous suivre sans aucun effort. Nous vous en remercions beaucoup. Et vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation malgré vos multiples préoccupations. Nous en savons quelque chose, nous qui sommes membres du comité pilotage par le biais de votre oncle Mohamed Diallo. En tout cas, merci de nous avoir éclairé sur beaucoup de ces conflits que nous ignorions. Même si quelqu'un l'a dit, ces mêmes conflits existent pratiquement un peu partout dans nos régions, notamment en Mauritanie et au Sénégal. Moi, j'avais deux petites questions à vous poser. Ma première question, M. Diallo, je voudrais savoir si, avec votre expérience bien entendu, est-ce que la pression démographique et le changement climatique ont-ils aggravé les tensions entre éleveurs et burkinabés? Ces deux facteurs, la démographie galopante et le changement climatique, ont-ils aggravé les tensions entre éleveurs et donc agriculteurs au Burkina? Donc, je reviens sur ma deuxième question, toujours en s'appuyant sur votre expérience de ces conflits entre éleveurs et agriculteurs. Je voulais savoir, est-ce que ces conflits ont toujours connu la même ampleur ou bien ils ont été aggravés plutôt par les médias? Ils sont plus médiatisés aujourd'hui. Voilà mes deux questions et je réitère encore toutes mes félicitations de cette brillante prestation. Seydi Diallo Adjaraama. Non, ces conflits n'ont pas connu toujours la même ampleur.
D'habitude, ce qu'on entendait par conflit éleveur-agriculteur, il y a eu un dégât des champs, peut-être qu'on a peut-être blessé un animal ou molesté le berger. La première grande violence liée au conflit éleveur-agriculteur est survenue, je crois, en 86, sous le règne sous la présidence de Thomas Sankara. Et ça s'est passé à Sidiradougou. Voilà. Là, vous avez assisté pratiquement à une chasse à l'homme, hein, où il y a eu beaucoup de morts. Et après ça, ça fait école. Donc, c'était devenu une des méthodes pour se débarrasser, en fait, des éleveurs encombrants. Voilà. Sans pour autant nier aussi la responsabilité des éleveurs, hein, parce que les éleveurs, souvent, ils sont très agressifs. Je vous donne un exemple. Moi, je servais dans un petit village qui s'appelle Nasséré. J'avais un ami qui était le gérant de la pharmacie, du dépôt pharmaceutique qui se trouve à l'intérieur du centre de santé. Et pendant cette période-là, au mois de récolte, c'était un dimanche, non, c'était jeudi. Je suis allé pour causer avec lui à l'ombre de sa pharmacie. Je suis arrivé là-bas autour de 15 heures. Non, pas 15 heures, autour de 14 heures. Entre 14 heures et 17 heures, 18 agriculteurs ont été amenés de la brousse et chacun, quand il vient, soit c'est un berger qui l'a haché, soit c'est un berger qui l'a tabassé, des blessés sévères. Des blessés sévères. Donc, ça n'a toujours pas connu la même intensité. Et tous ces conflits-là, quand vous remarquez, c'est comme je l'ai dit, c'est évolutif. C'est d'abord latent, ensuite c'est ouvert. La période de latence, c'est qu'il y a quelque chose les deux camps ont des opinions divergentes sur un certain nombre de choses. Mais ça se passe en bas. Quand c'est ouvert, il y a déjà échange de mots désagréables, de mots violents. Et quand ça explose maintenant, bon, là, on se blesse, on se tape, on se tue souvent. Voilà. Il y en a eu plusieurs ici, il y en a eu plusieurs, mais ce n'est pas toujours la même intensité. Bonsoir, doyen Camara. Comment vous allez? Dieu merci. Vraiment merci pour les aimables mots. C'est maintenant même que vous venez de toucher même le fond du problème. Tout ce qui a amené les conflits éleveurs-agriculteurs se résume aux deux que vous avez cités là. La démographie galopante et les changements climatiques. Quand vous prenez au Burkina ici jusqu'en 72, mais tous les éleveurs du Nord étaient au Sahel. Au Sahel, il y avait tellement de pâturages, il y avait des gens qui avaient 2000, 3000 têtes. Le premier choc est arrivé en 1973. Il y a eu une grosse famine ici qui a décimé les cheptels. Et l'État était obligé, ça coïncide d'ailleurs avec la naissance des premières zones pastorales, puisque les éleveurs sont descendus du nord vers le sud. Donc l'État a créé la zone pastorale de Samorogouan, un peu des zones pastorales dans le sud, comme réceptacle du bétail qui a survécu. Le deuxième choc est arrivé en 85. Il y a eu une autre famine, une mauvaise saison. Donc, les migrations des éleveurs ont suivi ces deux événements-là, les grandes migrations. La démographie galopante. Quand vous regardez l'évolution de la démographie au Burkina, jusqu'en 1990, 90 par là, le Burkina n'avait pas plus de 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants et à l'époque,
lorsque que tu sois agriculteur ou que tu sois éleveur, quand tu viens trouver les propriétés terrain, tu dis non, je suis venu pour demander un terrain. Mais on t'indexe comme ça, on dit, mais va comme ça, tu coupes comme tu veux faire ton champ. Ah, tu es éleveur, tu veux où rester? Oh, ben voilà mon champ. Tu restes là-bas pendant la saison sèche, tes animaux vont enfumer mon champ. En saison hivernale, moi, tu vas de l'autre côté. Mais à un moment donné, c'est lui-même qui a donné les espaces là. Leur nombre s'est multiplié, si fait qu'eux-mêmes, ils n'ont même plus d'espace pour cultiver. Et quand c'est comme ça pour résoudre son problème, c'est celui qui lui ressemble le moins, c'est celui qui va commencer par exproprier. Et comme je l'ai expliqué à un certain niveau aussi, j'ai dit non, au début c'est un partenariat gagnant-gagnant. Surtout avec les premiers qui ont noué le partenariat. Le papa est arrivé, il a été reçu par un agriculteur, un du terroir, qui lui a donné un lopin pour s'installer. Mais au bout de la deuxième génération, les enfants qui naissent là, ils n'ont plus ces relations là-bas parce que les relations du père n'est pas forcément la relation du fils. Donc, ils commencent une compétition sur les mêmes ressources. Avant, c'était une relation gagnant-gagnant. Ils ne compétissaient pas sur les mêmes ressources. L'autre est typiquement éleveur, l'autre est typiquement agriculteur. Maintenant, avec les changements climatiques, la démographie, l'agriculteur fait de l'élevage, l'éleveur fait de l'agriculture. Donc, ils compétissent sur les mêmes ressources. Pour vous donner une photo de ce phénomène, les zones pastorales, on dit par exemple qu'une zone pastorale, c'est pour les éleveurs. Ça dit que dans les cahiers des charges, si tu es dans la zone pastorale, tu ne dois pas cultiver. Mais l'éleveur rentre dans la zone pastorale que les autochtones agriculteurs ont cédé à l'État. Et l'éleveur rentre dedans, lui-même il devient agriculteur, il cultive plus du coton, il gagne plus du coton que l'agriculteur. Mais l'agriculteur commence à dire, mais voilà, on a retiré nos terres pour donner à des étrangers. Voilà comment commencent certains problèmes. Vous avez indexé les deux grands facteurs du conflit éleveur-agriculteur. Bonsoir, M. Diallo Mamadou. Merci de votre disponibilité. Merci de la qualité de l'exposé. Merci aussi d'avoir donné de votre temps pour répondre aux différentes questions et pour réagir aux différentes contributions. Merci beaucoup et on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci beaucoup. Kisalal men bandiraɓe tunde computal naɓe on kofnama toranama moƴƴere gueno to gonɗon eno gonnorɗon kala. Alors je remercie tout le monde comme on dit en Afrique. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé de M. Diallo. Il est très pertinent, donc il est très clair et qui traite d'un sujet partagé actuellement. Parler du sujet lui-même, du contexte, et vraiment. Et ça a été très instructif. Ça a donné beaucoup d'informations et j'ai écouté quelques interventions pertinentes aussi. Et ce qui m'a un peu étonné aussi, c'est que j'entends parler de ce sujet, de ce conflit entre éleveurs et cultivateurs, disons, au Burkina Faso depuis longtemps. À cette époque-là, on avait un panel, on peut appeler ça panel, mais c'est bien avant WhatsApp et ailleurs. Il s'appelait Jamaat Habitat Pulaar International. On échangeait beaucoup. Dans ce panel, il y avait un Burkinabé, Idrissa Diallo, docteur Idrissa Diallo, qui nous faisait part de ce qui se passait quotidiennement au Burkina concernant ce genre de conflit. Et
il nous partageait beaucoup d'articles qui nous parlaient de massacres de villages, Paul, de femmes, de tueries de femmes, d'enfants. Alors, depuis lors, je me demandais comment est-ce qu'on peut vivre comme ça dans un pays, dans la terreur, toujours dans la peur. Et surtout, la grande question, c'est que où est l'État? Où est l'État? Nous sommes dans un pays, dans une république, ou dans un pays tout court, parce qu'un pays, donc un territoire limité par des frontières avec une population permanente qui est là et qui est toujours normalement protégée par l'État et où aussi les nationalités, les communautés sont reconnues dans l'État. C'est ça, ils sont reconnus dans l'État. Alors je me demandais comment est-ce que ça peut se passer comme ça. Alors j'ai commencé à me dire non, l'État ne peut pas continuer à démissionner comme ça devant la souffrance des populations, sinon quel est son sens? Et le sens de l'État? Nous sommes dans une république, n'est-ce pas? Nous sommes donc là, ce qu'on a abandonné, ce qu'on a laissé, c'est le contrat social. Et là maintenant, c'est si l'homme est un loup pour l'homme, où est le grand loup pour protéger les petits? Donc nous continuons dans cet état de nature-là, comme ça, où je ne sais pas, où il y a ce qui règne, c'est le droit du plus fort. Et ça ne peut pas marcher. Et maintenant, on en parle encore. Donc ça, c'est très grave. Je le regrette fortement pour le Burkina, surtout pour la communauté Paul, la communauté éleveur. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, dans cet état de choses, on voit on se rappelle que nous, en Afrique, plusieurs pays, ou en quelque sorte la zone rurale, laissez pour compte aller vivre comme vous entendez, chercher vos intérêts ailleurs et vous ne comptez pas sur l'État. L'État n'est plus le garant de la survie et de la sécurité. Donc, ce sont ces gens-là, ces personnes, ces populations, ces communautés qui vont essayer de vivre, de subvenir à leurs besoins, de subsister. Ils le font eux-mêmes. Et pourtant, ils sont dans un pays, n'est-ce pas? Et ce qui fait que cherchez par-ci, cherchez par-là, rencontrez-vous. Alors, ceux qui parlent de rencontre, de conflits, c'est-à-dire le conflit des intérêts. Le conflit des intérêts. À chaque fois qu'il y a des conflits des intérêts, et bon, chacun essaie je parlais de subsister. Donc, ce qui vient avant, c'est de subsister, on oublie tout. Donc, on oublie tout, parenté, lien de parenté, etc. Et les conflits d'intérêt en général, c'est là où commencent les choses. Et si on n'arrive pas à intervenir, donc s'il n'y a pas de médiateur, etc., alors ça dégénère. Ça devient un autre conflit, ce qu'on appelle le conflit d'identité. Supposons que, bon voilà, le conflit a éclaté en tant que conflit d'intérêt et que maintenant ça a duré un peu et
l'irréparable est commis, par exemple le sang, l'assassinat et tout ça, et la tuerie, vous voyez, ça devient de plus en plus grave. On a commis ce qu'on appelle une dette. Alors ici, la dette c'est en sang, donc il faut payer en sang. Alors, plus ça dure, plus on oublie plus. Et on commence à se dire, bon, c'est lui, il est là, il est venu encore. Alors, on commence à se tuer, on ne se respecte plus, on reconnaît les symptômes donc du conflit d'identité. Et en ce moment-là, ça devient dur, pas facile de résoudre. Pas facile. Même si on a de bons médiateurs, il faut revenir au début, c'est-à-dire le conflit d'intérêt, quel était l'intérêt de chacun, et ça. Alors si on n'a pas pu résoudre ça depuis, il est très facile de résoudre, ça dégénère. Et maintenant, on ne sait pas. Ça peut devenir un grand monstre qui peut dévorer le pays. Et tout cela, qui devrait être donc ce médiateur, normalement, c'est l'État. C'est l'État qui devrait avant tout éviter le pire avant que ça dégénère. Alors, bon, si l'État il connaît ce qu'il fait, si les États ils connaissent ce qu'ils font, et tout ça, et voilà, ils vont intervenir à temps. Et bien maintenant, ici au niveau de l'agriculture, de l'élevage, par exemple la structuration, l'élevage pour nous c'est quoi? Et comment on élève? Vous mettez par là et vous les autres ici, on se structure de telle sorte que les lois sont définies et que voilà, chacun a des droits et que chacun a des limites, peut-être libellées dans la Constitution, mais ça ne suffit pas. Donc ça, avoir seulement la Constitution, ça ne suffit pas. Donc c'est un grave problème. Alors maintenant, aux gens qui sont concernés directement, même s'ils ont des royaumes, des structures, des communautés, tout ça et des lois, ça ne peut pas suffire. Ça devient maintenant plus fort que à chaque fois que les ressources se raréfient, etc., comme dit M. Camara, explosion de la démocratie, la désertification, l'effet de serre, etc. Et maintenant, les ressources sont rares et ça devient chacun pour soi et ça éclate. Donc, c'est se concerner directement vraiment de chercher encore à mettre des lois où c'est quand même d'être conscient, n'est-ce pas? Pour savoir, c'est vrai, on a un État, mais c'est un État silencieux. On a une république, mais une république sur parole. Et qu'est-ce qui perd le premier, c'est nous, etc. Au niveau de la conscientisation, de la sensibilisation, de l'éducation, etc. Et alors, monsieur Das, Selman Das. Bon, partout on dit que, en tout cas dans la zone Sahel, nos ancêtres avaient des solutions parce qu'ils ont confronté des problèmes. Et cela les a un peu éveillés. À chaque malheur, comment on dit, chaque fois aussi le malheur est bon parce que ça nous éveille, ça nous
nous pousse, ça nous inspire à des solutions. Avant les Ardo, parce qu'ils sont Ardo, ils sont nouveaux. Quand ils sont là, dans un territoire, on demande aux autochtones, alors nous sommes là, nous avons du bétail, nous voulons aussi le faire paître ici sur vos territoires. On voit le roi, on voit le chef, qui n'est pas Paul peut-être. Et voilà, il y a des accords. Quand il y a des accords maintenant, ils commencent maintenant à faire brouter ces vaches, ces animaux, etc. À un certain moment, il y a les champs, il y a aussi le bétail. Ça ne marche pas ensemble. Les conflits commencent et on se dit, bon voilà, on va trouver une solution. On commence à se marier. On se marie. Donc, cette tradition qui existe encore. Bon, je crois qu'au Mali, chez nous aussi, au Mauritanie, au Sénégal, tout ça, les Soninké qui continuent à épouser les Peuls. Et tout cela, ça fait que, et quand il y a un problème, le problème c'est avec qui? Non, ce n'est plus celui-là et celui-là. Ce n'est plus toi et moi, non, ça, c'est nous. Ça devient maintenant nous. Ça évite donc le conflit d'identité. Alors, le conflit d'identité, on ne se respecte pas, etc. Et bon, maintenant, ce qui est étonnant, que ces liens-là qu'on crée pour la solidarité, pour la cohabitation, ne servent plus à rien, c'est quoi? Ça, c'est Amadou Hampâté qui nous expliquait maintenant, mais qui nous parlait aussi de l'acculturation et du sous-développement culturel. Est-ce que c'est pas au niveau de... Nous ne sommes pas profondément attaqués au niveau de la morale, des valeurs, etc. Alors, je n'explique pas, je ne peux pas exclure la thèse de colonisation et de l'acculturation, mais aussi celle de manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça des gens qui attisent les conflits parce que leurs intérêts aussi sont entrés à la recherche de leur intérêt, qu'il y ait des conflits pour qu'ils puissent profiter d'une manière ou d'une autre. Donc, toutes les thèses sont soutenables. Bien. Merci. Assalamu alaikum sakiraɓe. Jambal donne, on pine jam wali ton. Alhamdulillah. Vraiment ça va chez moi. Bien réveillé et on reprend les échanges. Ouais. Le frère qui s'est exprimé juste en haut de mon audio là, il ne s'est pas présenté, je ne retiens pas, ou bien peut-être je ne retiens pas son nom, je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Mais il a décrit avec exactitude le processus de mise en place des conflits identitaires. Exactement. Au début des conflits éleveurs-agriculteurs, c'est juste les bergers qu'on tape par-ci ou bien des animaux qu'on blesse. Après, on commence par, comment on dit ça, tuer et les animaux et les bergers par exemple, ou l'agriculteur. Et après, ça évolue et en fonction du rapport de force, on s'en prend à tout ce qui est apparenté à ceux qui sont au conflit. Voilà. Tous ceux qui sont au conflit. Donc le conflit peut avoir eu lieu il y a à 100 km. Et puis bon, on intercepte d'autres personnes, des passants comme ça. On agresse, qu'on tue. Voilà. Aussi bien dans les conflits agriculteurs ou agriculteurs-éleveurs, on observe ce phénomène. Et comme il l'a dit, une fois que ça atteint ça, on se pose la question. Voilà. Les gens commencent à se poser la question.
Si on peut dire que c'est un conflit agriculteur ou éleveur, pourquoi aller s'en prendre à quelqu'un qui n'est ni de près ni de loin mêlé à ce problème? Et là, on commence à indexer l'identité. On commence à essentialiser les acteurs du conflit. Et le plus gros absent dedans, c'est bien sûr l'État. C'est l'État parce que c'est l'État qui doit réguler les rapports entre les citoyens. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, tout le monde ici salue l'arrivée du président Ibrahim Traoré. On peut lui reprocher beaucoup de choses, hein, mais sur ces aspects-là, dans la semaine, là, vers chez moi je suis de Kongoussi, vers chez moi, il y a deux villages qui voulaient s'affronter sur une histoire de terrain. C'est un vieux problème. C'est un vieux problème. Donc, il y a un nouveau chef qui a été intronisé dans un des villages là, et il a décidé de venir construire son palais dans l'autre village. Comme quoi, historiquement, sa régence couvrait ce village. Ils se sont affrontés et mettant en jeu même voilà, les VDP que l'État a armés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Non, mais immédiatement, l'État a réagi. On a procédé à des arrestations. Et le conseil des ministres qui a suivi, si vous voulez vous taper conseil des ministres du 6, là, le jeudi, à côté, vous allez voir dedans que l'État a retiré le terrain. L'État s'est approprié le terrain. Voilà. Comme vous ne voulez pas vous entendre, vous voulez vous battre, l'État prend le terrain. C'est une manière de régler les problèmes. Les zones pastorales que le front agricole, par exemple, menace, il faut les menacer actuellement, on va voir. Il faut les menacer. On vient simplement te dire. Et ce n'est pas les zones pastorales seulement. Si vous rentrez à Ouagadougou, c'est que beaucoup d'entre vous connaissent Ouagadougou, les commerçants, ils font leurs boutiques au bord de la route, ils montent sur les caniveaux, ils bouchent les caniveaux, sur l'emprise de la route même, ils montent. Mais mon cher, quand l'État s'est levé cette année-là, même dans la nuit, les gens démolissent les boutiques là, pour se conformer. Parce que généralement, ceux qui ratent les règlements, ceux qui ne respectent pas la loi, savent bien qu'ils ne respectent pas la loi. Et dans le cas de la mise en place des conflits identitaires, vous allez remarquer que c'est toujours des individus marginaux, voilà, qui vont les créer. Et puis, bon, voilà, ça va embraser tout le monde. Mais si l'État véritablement s'approprie son rôle et décide de régler, non, ça ne peut même pas aller devant. Et c'est là une des choses que l'on reproche le plus à la démocratie. Voilà. C'est une des choses qu'on reproche à la démocratie. Pas la démocratie, mais la démocratie à l'africaine. Parce que la démocratie à l'africaine, c'est véritablement une démocratie de façade. Au lieu que la démocratie soit comprise comme le droit ou la protection des minorités, la démocratie était devenue en réalité le pouvoir de la majorité, qui peut décider de tout faire, d'exclure, discriminer, voilà, au nom des identités particulières. On avait ça dans les conseils municipaux. Et ça a entraîné, comme c'est la majorité, le vote de certaines lois, comme par exemple les réformes agraires, où des gens se sont mis à spolier des gens. Non, bon, tu n'es pas de ce village. Pourtant, le monsieur, il est là, ça fait 100 et quelques années, ou 200 ans. On le spolie. On retire la terre, on retire les cimetières. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer parce que cette minorité aussi, aussi passive qu'elle soit, à un moment donné, elle va réagir. Ce phénomène est observé aussi bien dans le conflit agriculteur ou éleveur ou éleveur-agriculteur. Et ce phénomène se perçoit même dans les zones où c'est les éleveurs qui sont les majoritaires. Hein, et aussi font la même chose là-bas à des agriculteurs. Hein. Si quand vous partez un peu vers le Sahel, les quelques agriculteurs qui sont là-bas, mais ils vivent aussi le calvaire. Voilà, les éleveurs, au nom de leur toute puissance voilà, territoriale, tu fais ton champ, ils partent, ils mettent leurs animaux. Tu fais, on te frappe ajouter. Bon, vous voyez. Et bon, l'État qui a besoin des votes, bon, c'est la famille royale ou c'est
Voilà, c'est un des grands opérateurs du bled, c'est les autochtones. C'est ce que tu entends. Donc, on laisse les messieurs en train de faire n'importe quoi. Vraiment, merci pour votre contribution. Donc, les amis de Toufnde Kumpital, bonjour. On remercie notre ami Mamadou Diallo pour les explications et les détails qui nous imprègnent un peu dans la société du Burkina, que certains d'entre nous ne connaissent pas très bien. Moi, j'ai été au Burkina en 87, je pense, pendant la Révolution. En ce moment, il y avait, je ne sais pas si il y avait un truc de défense de la Révolution. Bon, en ce moment, la patrie ou la mort, nous vaincrons, ça criait de partout. Et je voyais en ce moment, on a été dans des villages, là, les gens décriaient ces groupes-là, ils disent que c'est des gens brutaux, c'est des va-nu-pieds, etc., etc. Donc, je voulais savoir aussi, par rapport au VDP actuel, comment ils ont été identifiés dans les villages et tout ça, et comment ils se comportent par rapport aux populations. Et voilà, parce que je vois qu'à l'époque, ça semblait déranger, je ne sais pas si c'est la féodalité ou des trucs comme ça, mais il y avait des petits conflits et tout ça, bon, et les gens avaient parfois été dénoncés, je crois, pour un oui, pour un non. Et je me demande, est-ce que maintenant, les VDP actuels sont plus polis et tout ça. Est-ce que aussi, même dans les zones Peul ou Touareg, est-ce qu'il y a des VDP? Est-ce qu'il y a des VDP? Voilà. C'est dire que l'État devrait garantir la sécurité à tout le monde. Et ça, c'est vrai. Et souvent, c'est ça qui fait défaut. Donc, il y a beaucoup d'injustice. Et finalement, s'il y a de l'injustice, les gens ont tendance à créer leur justice, ce qu'ils appellent leur propre justice pour se protéger. Donc voilà. Donc vraiment, c'est intéressant. S'il peut si ça fait, est-ce que ça fait partie du sujet, mais le phénomène de VDP, est-ce que ça ne risque pas d'aggraver les conflits comme ça et de perdurer même, parce que c'est une structure parallèle qui parfois essaie de faire justice, et donc il y a des craintes par rapport à ce genre d'organisation, je pense. Et voilà, merci. Salminama a juurama Mamadou Diallo, a weltanama hanki yewtere ma waɗi fayida, haala ma laaɓi cer, haala ma ina regii te min paami, kadi min beltima. Ceci dit, je reviens en français. Je dirais bonjour mes amis membres du panel Toufnde Kumpital. Je remercie vivement Mamadou Diallo après avoir répondu clairement à toutes nos questions. Ce que je veux ajouter, à mon humble avis, je crois que pour trouver la solution qui gangrène l'Afrique en général et le Burkina en particulier, je pense que nous devons orienter nos réflexions sur la constitution de nos États. L'État qui est un appareil qui administre une communauté dans un espace. Mais si les gens là ne s'entendent pas, on peut dire bonjour les problèmes.
Mais c'est ça que je vois en Afrique. Vous voyez le problème de la RDC, du Soudan du Sud, entre autres. Tout ce résulte du ressenti identitaire. Je peux me tromper, mais je crois que durement que le premier problème à régler est la fondation d'une nation. Nous avons besoin de mettre en place d'abord une nation. Quand la nation est fondée, on aura des institutions très fortes, parce que les gens qui constitueront cette nation penseront à avoir un État fort. Et l'État fort, c'est avec des institutions très fortes. Donc ces gens-là se chargeront pour la mise en place de ces institutions très fortes. Parce que nous avons vu que dans le monde, que tous les grands États ont bâti d'abord des nations, ensuite ont mis en place des lois et règlements qui permettent à tout le monde de s'y soumettre. Et pour cela, il faut des personnes imbues de liberté, des personnes très fortes et qui sont patriotes. Et pour cela, en Afrique, nous sommes pour le moment très loin et nous devons vraiment nous battre pour la formation de cette nation. Je reviens. Si je prends l'exemple du Burkina, par exemple, s'il y a un conflit entre éleveurs et agriculteurs, et si la structure s'agit de convier les deux parties pour le règlement à l'amiable après les deux parties, on essaie de voir la formation de ces deux parties qui sont convoquées. Si par exemple, on observe dans les deux parties ou dans les deux camps ou dans chaque groupe, on voit qu'il y a ceux qui sont tous là, il y a des cousins, des neveux, des oncles, des frères. Là, je pense que la solution à l'amiable peut être trouvée compte tenu de la typologie du groupe. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne qui prendra la parole a son ressenti, que l'autre à qui je m'adresse est un cousin, est un parent, que demain, à travers les cérémonies familiales, que les gens se rencontrent, discutent donc ce problème du jour, il doit faire en sorte qu'on retrouve un terrain d'entente. C'est pourquoi je pense que durement qu'aujourd'hui, l'Afrique, on doit bâtir la nation, c'est pour que demain les problèmes puissent s'harmoniser jusqu'à trouver leur fin. Merci. Oui, Monsieur Ba, merci bien. Je m'excuse un peu du retard mis, j'étais en train de rouler. Donc, je viens de me stationner quelque part. Oui. Ce dont vous parlez en 87, c'était les comités de défense de la Révolution à l'époque. Mais vous savez que dans toute société, hein, quand il y a des mutations, forcément, il y a toujours un choc entre les différentes classes. Donc, à l'époque, les comités de défense de la Révolution, lorsqu'on les accusait un peu des travers, c'était lié un peu soit à la féodalité, soit aux opérateurs économiques, en tout cas les ordres établis. Parce que comme le nom l'indique, une révolution, c'est un changement brutal, une rupture. Voilà. Et quand il y a rupture, ça veut dire que ceux qui étaient riches, ceux qui détenaient le pouvoir, ceux qui détenaient beaucoup de choses, se retrouvent en ligne de mire. Et ensuite, il y a effectivement la qualité des recrues et leur encadrement, bien sûr. Lorsque le recrutement il est massif, voilà, l'encadrement devient un peu compliqué à l'époque. C'était un peu ça. Sauf qu'à l'époque, voilà, c'était chaque secteur qui élisait ou qui choisissait ses comités, ses CDR, on les appelait les CDR. Voilà. Bon, maintenant, venons-en un peu au VDP. En réalité, les VDP, contrairement à ce que beaucoup pensent, hein, les VDP, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, les VDP sont encadrés, puisque les VDP sont sous l'encadrement des militaires.
Donc, avant ça, le processus a été quoi? Le processus a été que lorsque on a... Avant même juste l'insécurité djihadiste ou terroriste, si vous voulez. Avant ça, on faisait face un peu à l'insécurité liée au vol de bétail, au vol à main armée. Donc, les villages avaient commencé à s'organiser. Et là, on a assisté un peu à la naissance de ce qu'on appelle les Kogoloro. Bon, pas à la naissance, à une mutation des Kogoloro. Parce que les Kogoloro existaient déjà. Les Kogoloro en langue moussi, ça veut dire ceux qui protègent la brousse. Donc, c'était une initiative communautaire qui était née un peu dans la zone de Waïwia. Voilà, et ils luttaient en fait, ce qu'on appelait à l'époque les 3 luttes de la révolution. Lutte contre les feux de brousse, la divagation des animaux et la coupe abusive du bois. Donc, lorsque le grand banditisme a commencé à s'installer, ce phénomène de Kogoloro a commencé à muter. Pas dans la zone où ils étaient nés, mais un peu beaucoup plus un peu au centre-sud, dans la zone de Kaïbo, un peu au sud à Sapouy et surtout à Boulsa, un peu au nord-est. Et là, c'était le Kogoloro, mais destiné à lutter contre le grand banditisme. Et c'est ce groupe, à un moment donné, véritablement qui avait échappé au contrôle. C'était sous les régimes démocratiques. Donc, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Bon, il y avait trop de... On les reprochait quand même plein de choses. Même s'il faut dire qu'ils ont pu faire reculer le grand banditisme. Alors, le phénomène terroriste ou djihadiste, bon, certains n'hésitent pas aussi à dire que ce phénomène djihadiste ou terroriste est une réponse quelque part au phénomène de Kogoloro. Voilà. Parce qu'à l'époque, au lieu que ça soit une initiative communautaire, ceux qui se sont organisés très tôt ont tenté de s'imposer dans les villages des autres. Donc, leur expansion vers l'ouest a rencontré beaucoup d'opposition. Leur expansion vers le nord, en terroir Peul, a rencontré beaucoup d'opposition aussi. Voilà. Donc, certains n'hésitent pas à dire que, bon, le djihadisme ou le terrorisme est une réponse parce que, si vous remarquez, quand ils ont tenté de s'installer dans la zone de Djibo, notamment dans le village de Kiriboulé, bon, je crois que là-bas, ils ont eu affaire à une famille Peul là. Or, il se trouvait que le fils de cette famille, effectivement, était un grand bandit qui était au nord du Mali. Et pour revenir se venger, il allait faire allégeance au groupe djihadiste pour bénéficier des armes et tout ça. Et jusqu'à présent, je crois que c'est ce monsieur-là qui est le chef opérationnel de ce qu'on peut appeler Ansarul Islam, c'est-à-dire la branche armée de Al-Qaïda, voilà, qui fatigue les gens ici. Vous voyez. Donc, lorsque le terrorisme a commencé à prendre de l'ampleur, et devant les difficultés qu'avaient les forces régulières, à un moment donné, bon, comme je vous l'ai dit, les villageois étaient déjà organisés. Donc, c'était ça. Donc, devant la difficulté des forces de défense voilà, et de sécurité, à un moment donné, les gens se réclamaient contre les armes. Voilà. Parce qu'il faut dire que ces groupes, ces initiatives locales, c'était des fusils de chasse, vraiment des trucs rudimentaires. Mais là, devant le terrorisme maintenant, ils ont commencé à réclamer, les gens ont commencé à réclamer, à être armés dans les villages pour résister aux djihadistes ou aux terroristes. Et c'est ainsi que, à l'époque, ce régime qui était là va s'appuyer sur ces Kogoloro-là. Voilà. Ils auront des armes de guerre. Et bon, ils vont faire beaucoup de dérives. Voilà, parce que ce n'est pas toujours évident. Ils vont faire beaucoup de dérives. Donc, à un moment donné, il était question maintenant de se poser, la question qui se posait, comment faire pour limiter un peu les dérives? Parce qu'on s'est retrouvait, en fait, envahi par un nombre très élevé de terroristes. Et on voyait que la réponse des forces de sécurité n'était pas totalement... Ils sont submergés. Vous voyez. Donc, le moindre mal, c'est qu'il faut encadrer les initiatives locales alors. Parce qu'on a vu maintenant que les Kogoloro qui étaient beaucoup privés faisaient beaucoup de dérives. C'est là qu'on est passé au VDP. Voilà. On est passé au VDP
Mais il faut dire que sous le régime démocratique, l'initiative des VDP a été détournée de son, comment on dit ça, en tout cas de son texte fondateur. Parce qu'au même moment où on dit que tout le monde peut s'enrôler pour défendre son village, on a assisté à un peu de discrimination. Il a fallu l'arrivée d'Ibrahim Traoré, qui a remis les compteurs à zéro. Hein. Voilà, les pendules à l'heure. Donc, lui, il a lancé un recrutement massif et sans discrimination. Sans distinction de race ni d'ethnie. Toute personne qui veut peut aller s'enrôler. Moi, j'ai plein de cousins qui se sont enrôlés. Et il y a beaucoup de zones Peul, Touareg, beaucoup. Il y a des VDP. À Djibo, il y a des VDP. Maintenant, bon, bien sûr, il y a l'effet loupe qui est là. Parce qu'au moment où ce recrutement massif se faisait, ça trouvait que les dérives des anciens là avaient fait que beaucoup de villages d'éleveurs soit avaient quitté ou avaient été tués. Donc évidemment, dans les recrutements massifs, on va voir que c'est, puisqu'ils ne sont pas présents, c'est 1, 2, 2. Mais en tout cas, tous ceux qui étaient là, voilà, qui voulaient, se sont enrôlés. Et jusqu'à Tinakov, il y a des Tinakov, c'est une commune, la commune la plus au nord, à l'extrême nord, à la frontière du Mali. Jusqu'à Tinakov, il y avait des VDP, des Tamashek. Il y a des Touareg VDP, il y a des... Donc, ils sont encadrés par l'armée. C'est le moindre mal. Hein. C'est le moindre mal. Comme on le dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Voilà. Et je me demande si on n'avait pas créé cette initiative. Et ça, tous les jours, hein, ça s'améliore. Tous les jours, ça s'améliore. Parce que même les zones où il y avait des éléments indisciplinés, tout ça, et bon, en temps de guerre, ça ne peut pas manquer. Hein, même au sein des forces régulières. Mais ça arrive. Voilà. Les zones où il y avait, moi, chez moi, en tout cas à Kongoussi, moi je suis de Kongoussi, à 100 km au nord, ils y sont. Franchement, ils font leur travail, ils dérangent personne, personne aussi ne les dérange. Voilà. Personne aussi ne les dérange. Ils sont sous l'encadrement des forces régulières. Voilà. Même, il n'y a même pas combien de jours, moi je rentrais pour le 100e doigt du décès de mon papa. Et il restait un peu, j'allais tomber sur une attaque, sur la route. C'est un accident en cours de route qui a fait que je ne suis pas tombé sur l'attaque. Juste à la sortie de la ville, je me suis rendu compte que j'ai oublié ma glacière d'insuline. J'ai voulu faire demi-tour pour aller chercher ça. Et puis, bon, il y a une fille qui roulait à moto qui est venue rentrer sous le véhicule. C'est pendant que j'étais en train de régler ça que quelqu'un est venu m'absenter à la maison et il m'a appelé. Je dis non, je suis en train de rentrer au village pour le doigt de mon papa. Il dit, qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe sur la route là-bas. Bon, j'ai un petit frère qui est militaire, qui est dans le quartier où j'ai fait accident. Rapidement, lui, je l'ai appelé. Il m'a dit effectivement que c'est pour ça même lui n'a pas encore bougé. Donc, j'étais obligé de rester dans ce quartier-là jusqu'à autour de 16h quand le petit frère m'a dit que bon, apparemment ça va. Mais quand nous, on arrivait sur les lieux, bon, l'armée était en ratissage avec les VDP. Bon, ils font leur travail et puis ils ne s'adressent pas à quelqu'un. Hein. Voilà. Mais bon, dans ce genre de choses, on ne peut pas recruter 50 000 ou 90 000 personnes en moins d'un mois, les mettre sur le terrain sans retrouver vraiment des brebis galeuses. Voilà. Maintenant, face à ces brebis galeuses, est-ce que l'État est fondé à gérer leur cas de façon officielle? Parce que si l'État le fait aussi de façon officielle, voilà, on a attrapé des VDP, on a fait ceci, au tout début, là, ça peut décourager certains. Parce que beaucoup aussi sont allés là-bas, chacun a son idée derrière la tête. D'autres se disaient que non, je suis allé pour défendre mon village. D'autres se disent que non, je vais profiter. Mais c'est au fur et à mesure qu'on a constaté que l'État réglait. Voilà. Moi, je viens de rentrer d'une session de comité provincial de transhumance. Et dans le comité, il y avait le commissaire de police qui est le coordonnateur provincial de ces VDP. Et il y a un des éleveurs là, non pas un éleveur, c'est un agriculteur même qui a évoqué le cas des VDP qui aujourd'hui s'immiscent dans les questions de dégâts de champs. Mais sur le champ, le commissaire a dit que quand c'est des choses comme ça, lui, il faut lui dire. C'est lui leur coordonnateur. Voilà. C'est lui leur coordonnateur et
il y a leur champ de travail. Voilà, ils ne doivent pas aller au-delà de ça. Voilà, tant qu'on ne les autorise pas. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et bon, la guerre est toujours sale, hein. Ça il faut le dire. La guerre est toujours sale. Toujours. Et la grosse difficulté que les éleveurs ont dans ça, c'est comme je l'ai dit tantôt, il y a le visage même du terrorisme. Le terrorisme a un visage rural, il a un visage pastoral. Maintenant, des individus qui te ressemblent sont venus en train de créer des dégâts quelque part. Bon, non, normalement, le bon sens voudrait que si tu ne veux pas qu'on te confonde à ces gens, de deux choses l'une. Soit tu rejoins ceux qui les combattent, tu prends des armes toi aussi pour aider ton État à les combattre, ou bien tu libères la zone. Parce que bon, un soldat en chose qui est en combat, bon, d'abord, il voit un premier, un deuxième, un troisième, il compte jusqu'à 50. C'est les mêmes personnes. Mais quand il voit que tu les ressembles, vous pensez qu'il va s'arrêter pour réfléchir? Donc souvent, les éleveurs ont été victimes aussi vraiment du manque de proactivité et du manque aussi du fait qu'ils n'écoutent pas les conseils. Ils n'écoutent pas les conseils. Il y a des choses qui sont tellement évidentes que tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise ça. C'est un peu ça qui s'est passé à Solenzo. Vous voyez, il y a des zones souvent, on dit non, la zone, la personne ne vit là-bas. Que c'est des terroristes, la zone est sous occupation terroriste. L'armée part pour faire des opérations. On retrouve des gens en train de vivre là-bas. Bon, en âme et conscience, tu es soldat, tu veux vivre et puis revenir chez toi. Dans une telle zone, quand tu arrives et puis c'est comme ça, tu fais comment? Les gens tirent à vue. Même tirent à vue. Parce que quand ils partaient, même on lui a dit qu'il n'y a personne dans cette zone-là. Ils partent pour un ratissage, ils arrivent, ils trouvent des campements, des gens installés ou des marchés qui fonctionnent. Alors qu'on leur a dit qu'il n'y a personne là-bas si ce n'est pas des terroristes. Bon, toi qui es parti pour combattre et tu veux vivre, tu as le temps d'arrêter quelqu'un pour lui demander pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait ici. Tu ne peux pas. C'est comme ça que les dérives sont arrivées souvent. C'est un peu ce qui s'est passé à Solenzo. Hein. Voilà, c'est un peu ça. La zone était infestée de djihadistes. Pendant ce temps, des gens continuent de vivre. C'est-à-dire qu'il y a des situations quand on t'explique, tu ne sais même pas comment décrire ça. Il y a une zone, par exemple, pendant qu'on interdit à X ou à Y d'aller cultiver, et A et B partent cultiver là-bas et récolter et revenir. On est tous des humains. Et comment tu veux que j'interprète ça? Si moi, je ne peux pas aller dans telle zone, et toi, tu peux aller. Mais ça veut dire que tu es en bonne entente avec ceux qui font la loi là-bas. Quand c'est comme ça, quand on dit opération, d'abord, il y a la frustration qui est là. Moi, je ne peux pas aller là-bas cultiver. Toi, tu cultives là-bas, tu ramènes tes récoltes. Ensuite, quand on dit à l'armée d'aller faire les ratissages, une zone qui est censée, par exemple, où on sait qu'il y a des plots logistiques et tout ça, vous vivez là-bas. Vous ne donnez pas les renseignements. Et vous êtes là en bonne entente avec ceux qui sont considérés comme des bandits. Forcément, il y aura des dégâts. Il y a des complicités. Oui, exactement. Forcément, il y aura des complicités et quand il y a une intervention, il y aura forcément des dégâts. Forcément, il y aura des dégâts. Merci, M. Diallo, pour ces explications vraiment pertinentes. Vraiment, vraiment. Oui, je vois que c'est pour cela que ces conflits-là qui ont un visage un peu communautaire et tout ça, et tu as dit aussi dans un contexte rural et tout ça, donc ce qui fait que vraiment les débordements ne manqueront pas. Voilà. Et vraiment espérons qu'il y ait une solution vraiment dans les communautés, vraiment parce qu'il y a beaucoup de débordements sur Solenzo et beaucoup d'autres villages où on parle de massacres
à caractère ethnique et tout. Donc, bon, c'est bien sûr que nous, les informations brutes que nous avons ne nous permettent pas en général d'avoir certains aspects, et donc ce qui fait que on a comme l'impression que les gens sont massacrés sans aucune forme de défense, et puis bon, tel que ça s'est relaté, bon, c'est comme ça qu'on a tendance à comprendre, quoi. Voilà. Je pense que, ou bien j'avais comme l'impression qu'au Burkina, qu'il y a des brassages entre les ethnies, y compris les Peuls, quoi. Il y a des mariages, il y a des brassages intercommunautaires. Bon, malheureusement, les conflits, quand ils sont de grande envergure comme ça, malgré tous les facteurs d'unité qui existaient, ce genre de choses-là, malheureusement, balaient tout. On a vu que même en Mauritanie, pendant les événements de 89, malgré vraiment les interconnexions communautaires et tout ça, quand il y a un problème, malheureusement, ça essaie de saper tous ces phénomènes-là. Et on se retrouve vraiment dans un tableau d'apocalypse, malheureusement. Et finalement, voilà, c'est des dégâts. Voilà. Et donc, vraiment, merci pour ces explications, et vraiment, on espère que le Burkina va recouvrer la sérénité et la paix. Voilà, merci beaucoup. kisal alle men bandiraɓe tufnde kumpital naɓe on kornam torna moƴƴere jena to gonɗon ene gondirɗon kala ha to keɗotoɗon dandam he ko monsieur Das. Monsieur Diallo, salminimo. Vraiment, quand je vous ai écouté là, je ne me suis pas trop étonné. Je dis, bon, voilà, c'est un Burkinabé. En général, les Burkinabés, ils font tout avec détermination. Avec détermination et sérieux, donc d'une manière un peu méthodique et rigoureuse. Donc, c'est important de savoir aussi que Burkina compte des intellectuels Peuls comme vous. Parce que c'est des intellectuels de catégorie qui peuvent aussi faire quelque chose pour repenser sur la destinée des poules au Burkina, avec leurs collègues partout dans le monde aussi, de le faire pour essayer d'aller à la recherche au moins de la solution finale pour la problématique. Le Burkina, c'est un beau pays. Un pays depuis longtemps qu'on appelle les Hoti-Holta. Chez nous, on appelle les Hoti-Holta. Si tu viens à Burkina Faso, tu rentres toujours avec au moins quand même suffisamment d'habits. Hoti-Holta. Donc, si à Burkina, il y a des experts, des penseurs comme vous, comme Dr Idriss Diallo, je crois que c'est une bonne chose. Burkina, c'est le pays de Denke, de Kofis. Je l'aime beaucoup. De même que tout dernièrement, il a chanté la chanson Amoud Hampatba des circoncis, Samba Jahula Leydina, Sahulota Ripula Ungara,
C'est très symbolique et extraordinaire. Extraordinaire. Donc, Burkina, c'est un beau pays. Voilà. Bien, on continue tous. De toute façon, quand même, on continue à œuvrer. On n'a pas le droit au repos intellectuel. Merci. Waouh! Ah, monsieur Dambélé, vous me mettez du baume au cœur, hein. Je me sens beaucoup flatté. Ouais. Et je vois que vraiment, vous suivez beaucoup l'actualité burkinabé. Oui, Diko Fils, l'homme de Denke, pour la petite histoire, a été inventé par un chanteur très peu connu du don de Ndadi. Voilà, il est de la zone de Gorgadi. Et c'est lui qui a vulgarisé la chanson, s'appelle Sambo Diane. Sambo Diane a amené la chanson à Ouaga, toujours style traditionnel. Et c'est par lui que la chanson a été connue. Et après, un des très grands chansonniers que le Burkina Faso a connu, qui s'appelle Yimata Pate. Voilà, Yimata Pate a repris la chanson et puis bon voilà, paf, c'est parti. Donc, ça a bercé des générations depuis les années, je crois, 90 par là, jusqu'à ce que cette génération semble être avancée avec sa mélodie et sa musique. Et paf, voilà Mamar Kassé du Niger qui reprend la chanson Denke Denke de façon tradie moderne. Voilà, et ça a pris le monde. Et voilà que ça revient encore et Diko Fils, un du terroir, reprend encore Denke Denke. Ouais, nous avons effectivement un très riche répertoire musical traditionnel Peul au Burkina Faso ici. Même hier, je venais de découvrir un parce qu'il y avait quelqu'un qui a balancé une musique traditionnelle. Parce que moi, j'ai un endroit où je cause dans un quartier à Ouaga, où en fait notre lieu de causerie est fréquenté quand même par les musiciens traditionnels comme les Yobi, les Petits, voilà. Donc je leur ai envoyé le son pour demander comment ce musicien s'appelait parce que je ne le connais pas. Curieusement, il chantait pour la femme d'un cousin. Et là, on me fait comprendre qu'il s'appelle Maké Mahmoudou et qu'il serait de la zone de Kourgou. Alors, Kourgou, c'est la province du Ganzourgou. Nous avons un très beau répertoire de musique traditionnelle. Très beau répertoire. Ouais. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir et un honneur de vous connaître. Merci et bonne soirée. Bonsoir, chers frères et sœurs de Touf de Kumbital. C'est votre frère Mohamedou Diallo. Alors, le débat que nous avons commencé hier suite au brillant exposé de M. Diallo Mamadou du Burkina. Ce débat donc se poursuit aujourd'hui jusqu'aux environs de 23 heures où nous allons essayer, Inch'Allah, de le clôturer. D'ici là, nous demandons au frère Diallo de rester à l'écoute pour les éventuelles questions ou contributions. Nous demandons aussi aux autres membres du groupe qui n'ont pas eu l'occasion d'intervenir hier d'essayer de le faire d'ici 23 heures, heure à laquelle nous allons libérer notre frère, M. Diallo. Merci beaucoup. Salamu alaikum. Tufnde computer mbaɗɗon oɗon celli mbaɗɗon tampere na galleji na sukaɓe koreji fof machallah mi celli alhamdulillah ewa mbawide tan alhamdulillah min keɗima musidɗo gila hanki machallah ko haali ko fo na rigi ko gonga wallahi no fewi paami min meeɗa yaltude ɗo ni Mauritanie gon min paami gonka leydi ka apparemment goɗɗodirani e gonka leyɗele men ɗo dal wonduɓe fof mbaddat tan
kala wonduɓe mbaddat ko yo Allah rokku en yimɓe tan abbitade en to ɓuri fewde ɗo ɗum noon barakallahu fina bikum shukran a jarama Diallo o wasa gungnade nen anne Diallo barakallahu fina bikum shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers membres du panel Toufne Kumpital, bonsoir tout le monde. Voilà donc, comme l'a déjà annoncé notre modérateur, inspecteur Mohamed Pate Diallo, on devait clôturer sans clore la brillante intervention de notre cher neveu, cher frère Diallo Mamadou du Burkina Faso. Sans nul doute, ça a été vraiment un excellent plaisir, un immense plaisir de l'écouter, développer vraiment cette thématique qu'il maîtrise sans faille. Nous avons été tous ravis vraiment de nous promener dans les méandres de cette thématique au niveau de Burkina Faso, grâce à sa maîtrise du sujet. Monsieur Diallo, vraiment, nous avons été très, très, très ravis. Très, très, très ravis vraiment de cette belle prestation. Et nous osons espérer que vous reviendrez sur d'autres thématiques, puisque nous savons que vous êtes un homme multidimensionnel et qu'il y a d'autres thématiques que vous nous réservez et que vous reviendrez avec un grand plaisir et au grand bonheur aussi de tout le public, de tous les membres du Toufne Kumpital. Merci, comme disait l'autre, toute chose à sa fin. On aimerait encore rester très longtemps pour vous écouter, développer, mais vu vos moult préoccupations, nous ne pouvons que vous remercier et clôturer ce débat pour vous permettre aussi de souffler. Et on sait qu'il y a une semaine qui vous attend. Et donc, voilà, donc nous clôturons donc cette intervention. Et cher public, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre invité qui certainement vous réserve d'autres de belles surprises. Vous ne serez pas déçus. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons vous annoncer notre prochain invité. Merci encore une fois, M. Diallo. Voilà donc, Badra, M. Labdesi qui une kilime intervention musulmane Badimen Diallo Mamadou Gilhanki et prestation mako Bad Faïd. Puisque c'est un dernier composé maude, ça va au moment maîtriser sujet mako et au rokima temps kanko fof e wasta jogade temps o ƴetti weekend makko fof o rokki men ɓe siggil hanki ha joni ndi ala fof namdal ala fof commentaire waɗaki taw o arani addi hen kadi ballal makko addi hen miijo makko donc en jettimo hande fewi e indi mon onon fof e indi comité de pilotage o en jettimo tan ñagalom Allah yo Allah nurdu gandal ngal e en jogui jorta tan kadi mo artu ɗo kadi pour wattude men e yewtere wonde on jarama e min poɗɗo won kadi hakkude ɗo e semaine garowo kadi e invité goɗɗo kadi mi andi tan on e ma addan mon gandal kesal e ma miiju hesno e certainement onon ne mon belto hen han fewi on jarama e bonne soirée de débat on jarama no foof merci beaucoup.